Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut ou Héronyme selon ce que vous préférez. Alors je tiens à le dire tout de suite, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il y a un petit peu d'écho aujourd'hui, c'est absolument normal puisque je suis en train de déménager. Donc autant vous dire que ici c'est un petit peu vide et donc du coup ça résonne un peu plus. Voilà, vous l'aurez entendu, donc désolé pour ce petit inconvénient, malheureusement je ne peux pas y faire grand chose actuellement, puisque cet épisode, il faut le dire, il est fait un petit peu dans des conditions extrêmes actuellement, étant donné que voilà, j'ai une partie de mes affaires qui ne sont même plus ici, donc là je le fais vraiment avec les moyens du bord, autant vous le dire tout de suite. Alors, cette semaine on est là pour parler d'un sujet qui vous intéresse toujours, c'est tout simplement la nouvelle édition, le trône d'Eldraine qui arrive, on va parler un petit peu de ces nouvelles cartes, décider si elles sont bonnes ou mauvaises pour le commandeur, mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler pas mal de choses. Vous pouvez nous suivre maintenant sur notre Discord, venir en fait pour discuter avec nous, que ce soit à l'écrit ou à l'oral avec la communauté commandeur qui nous suit, on est déjà pas mal sur ce Discord, une petite centaine déjà, donc bon, pourquoi pas nous rejoindre et venir discuter à l'occasion avec moi ou avec d'autres personnes que vous avez déjà pu voir dans les vidéos de la tour de commandement, voilà. Ou dans les prochains épisodes de la table de commandement, parce que oui, on est en train d'en parler. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place. En plus, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Facebook pour la tour de commandement, @tour de commandement, sur Twitter, @tourdecom avec 2 M. Notre adresse mail, tourdecommandement@gmail.com, si jamais vous avez des messages plus longs à nous adresser ou des propositions. Et aussi, pour moi, Héronyme, @Héronyme tout court sur Facebook et @HéronymeFR sur Twitter. Voilà. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker la vidéo, de la commenter, ça fait du bien à la chaîne, ça fait du bien, YouTube il est content. Généralement il met plus en avant ces vidéos-là. Surtout qu'aujourd'hui j'ai une question à vous poser en fait, puisque on a quand même pas mal de nouveaux commandants qui arrivent dans cette édition. Et j'ai envie en fait tout simplement de savoir pour vous quels sont les commandants les plus intéressants autour desquels builder en fait des decks. Ça pourrait éventuellement nous aider pour la prochaine vidéo de la table de commandement, voilà, que vous décidiez un petit peu, que vous soyez plus partant pour tel ou tel commandant. Je ne dis pas qu'on va forcément suivre vos conseils, mais en tout cas on les regardera avec attention. Voilà. Sinon, alors d'habitude j'ai tendance à vous donner les nouvelles mécaniques de l'extension à chaque fois, sauf qu'ici il n'y en a que 3, il y en a une qui est très simple, 2 qui demanderont un peu plus d'explications, mais je pense que je vais le faire plutôt au moment en fait où on tombera sur des cartes de ce type là, voilà, parce qu'il n'y en a pas non plus énormément dans l'extension que j'ai mis dans les cartes intéressantes du commandeur. Comme d'habitude, évidemment, je vais commencer par les commandants, et je vais continuer ensuite avec les autres cartes de l'édition, mais il y a pas mal de précisions à faire, parce que en effet, il y a beaucoup de nouvelles choses dans cette extension. Bon, déjà, on a des decks Brawl qui sont édités à part, en dehors des boosters en fait, que vous pouvez ouvrir, des boosters classiques. Du coup, ces cartes-là ne sont pas dans les boosters classiques, mais par contre, elles seront disponibles uniquement dans le préconstruit Brawl. Elles sont valables en standard, et du coup, elles sont aussi valables, évidemment, en commandeur. Et bien sûr, comme le Brawl est un format qui se rapproche d'une certaine façon du commandeur, parce que c'est aussi un format singleton avec un seul exemplaire de chaque carte, avec un commandant Planeswalker ou créature, celui-ci en 60 cartes, en multijoueur aussi normalement, mais en standard, donc du coup il y a moins de possibilités. C'est vrai qu'on va s'intéresser aussi à part en fait à ces cartes issues des decks Brawl. Voilà. Je vais aussi zapper certaines cartes. Il y a peut-être des cartes qui vont vous intéresser dans l'extension, de dire ah elles sont pas mal et tout. Je vais pas en parler parce que pour moi elles sont vraiment pas intéressantes parce qu'il y a d'autres alternatives qui existent généralement. Je vais aussi parler de quelques cartes spécifiques mais pour des raisons bien précises. Donc bon là pour le moment, je vous avoue que voilà, on reste sur du classique. Je vais pas forcément parler de tout, mais je vais essayer de parler de ce qui est le plus intéressant. Commençons donc avec les commandants de l'extension. On va commencer avec les commandants blancs, qui sont du coup valables dans les boosters de Throne d'Eldraine. Linden, Reine Implacable, qui coûte 3 blancs, c'est une 3/3 humain noble, vigilance, et chaque fois qu'une créature blanche que vous contrôlez attaque, vous gagnez 1 point de vie. Alors bon, pour moi elle s'intègre très bien dans plusieurs types de decks. Bon déjà, honnêtement ça va être du monocolore, hein, parce que bon, triple blanc c'est difficile de le rentrer, bon, au-delà du bicolore, ça va être compliqué, disons. Linden, en fait, l'avantage c'est que elle se base sur une mécanique très simple, le fait que le blanc va attaquer, le blanc va avoir plein de petites créatures, et du coup, vous avez 15 créatures blanches qui attaquent, vous gagnez 15 points de vie. C'est pas mal. Sachant qu'à côté, vous pouvez très bien avoir des cartes qui vont donner le lien de vie, qui vont donner d'autres capacités, de l'évasion, etc. pour faire en sorte que vos créatures, elles puissent s'évader et faire en sorte de ne pas mourir codement à cause de cette phase d'attaque sur laquelle vous voulez gagner des points de vie. Donc,
bonne chose, c'est un bon petit commandant, je pense, assez bien pour les débutants, pour jouer un petit deck mono blanc tranquille, mais voilà, sans plus. Sir Aline la griffe du lion qui coûte 5 dont 2 blancs, c'est une 4-4 humain et chevalier, une unco, je précise, avec l'initiative et chaque fois qu'il attaque, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Alors, je vous avoue que ouais, ça me rappelle pas mal, là du coup, les légendaires unco de Dominaria, et encore, je la trouve moins bonne que ce qu'on a pu avoir dans les légendaires unco. Mais en fait, bah oui, c'est pas mal, c'est très agressif encore une fois, ça coûte un peu cher quand même, il coûte 5 mana, et la capacité en fait, bah on la retrouve, c'est une capacité qu'on peut retrouver en fait sur pas mal d'autres créatures qui existent, que ce soit des communes, des unco, des rares, mais du coup qui ne sont pas forcément votre commandant. Donc du coup mettre cette capacité là sur votre commandant, je trouve que c'est un petit peu faible. Mais par contre ça s'intégrerait très bien dans un deck mono blanc, par exemple celui de Linden, pourquoi pas. Parce que du coup ça renforcerait vos créatures en même temps, bon il a l'initiative, donc du coup il a un minimum de défense en fait d'une certaine façon quand il attaque. Mais voilà, c'est pas non plus fou, mais c'est un petit plus, un petit truc intéressant. Mais voilà, honnêtement, je vous le conseillerais pas en tant que commandant. Emery, guetteuse du Loch, un nom d'un sorcier qui coûte 3, dont un bleu, c'est une 1-2. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque artefact que vous contrôlez. Quand elle arrive sur le champ de bataille, mettez les 4 cartes dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Vous l'engagez, vous choisissez une carte d'artefact ciblée dans votre cimetière, vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci. Alors moi je vois énormément de choses, bon du coup évidemment là on est sur du pur artefact, je veux dire le but c'est quand même d'avoir un maximum d'artefacts, et que bah justement quand elle arrive et qu'elle fait meuler de 4-4 pardon, votre deck, évidemment vous allez derrière avoir des artefacts qui vont aller au cimetière. Pourquoi pas la jouer seule du coup dans un deck mono bleu artefact, ça se joue, pourquoi pas la rentrer dans Urza, pourquoi pas la rentrer dans... parce que du coup voilà Urza ça pourrait être pas mal aussi d'avoir moyen de remonter des artefacts, dans Sai aussi qui sacrifie des artefacts, dans Breya qui en sacrifie également, on peut la rentrer dans... En fait honnêtement on peut la rentrer dans beaucoup de decks puisque elle synergise avec le fait que vous avez énormément d'artefacts. Si vous jouez beaucoup d'artefacts dans le deck, éventuellement du sacrifice d'artefacts en plus, bah c'est gagné en fait, c'est quand même très intéressant, et disons qu'on peut facilement l'avoir tour 2 sur le champ de bataille, et que bah derrière il suffit que vous ayez un artefact par exemple qui permet de détaper une bête, et ben voilà, vous pouvez du coup le mettre sur Emery, enfin l'activer sur Emery, et faire en sorte du coup de pouvoir le détaper et remettre plusieurs artefacts du cimetière sur le champ de bataille. Gadwick le Briscard, une créature légendaire humain et sorcier qui coûte X plus 3 bleu, qui est 3-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, piochez X cartes. Chaque fois que vous lancez un sort bleu, engagez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Alors, le côté pioche, j'aime bien, malheureusement, le problème c'est que le blink ne marche pas avec lui, parce que bah oui, si vous l'avez lancé, du coup vous avez payé X. Le problème c'est que si jamais vous blinkez Gadwick, il va arriver sur le champ de bataille et on a payé 0 pour le X, puisqu'il n'a pas été lancé. Du coup, vous piocherez pas de cartes si vous le faites arriver comme ça. Et à chaque fois que vous lancez un sort bleu, vous engagez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. C'est une bonne partie, c'est intéressant, il y a beaucoup de contrôles disponibles. Du coup, ça veut dire que si vous avez moyen de lancer des éphémères, c'est plutôt pas mal. On se retrouve sur un commandant qui peut être intégré dans des decks sorciers, pourquoi pas, avec de la gestion, tout ça, du contrôle. Ou alors, du coup, avoir tout simplement un deck basé autour de lui avec pas mal de bleus disponibles, que ce soit les contre-sorts, etc. Et du coup, ça vous donne énormément, en fait, de réponses possibles, et du fait d'engager les permanents adverses. Je pense que vraiment ça peut être très intéressant. Après bon voilà, j'ai pas d'idée dans l'immédiat, je sais que certains ont déjà planché sur le concept autour de Gadwick. Personnellement il m'attire pas vraiment, mais ça reste pour moi une bonne carte du bleu, et un bon commandant bleu je pense. Autant en mode fun qu'en mode compétitif, il doit avoir des moyens de le monter aussi pour faire en sorte d'engager, je sais pas, par exemple, tous les permanents adverses avec une série de cartes, voilà. Et bon, après, le fait qu'il puisse faire piocher, que vous pouvez du coup adapter le X, et que, voilà, finalement, il coûte que 3, vous allez ensuite le payer à 5, et vous ajoutez juste le mana que vous voulez pour piocher en plus. Ça me permet vraiment d'envisager en fait que ce commandant-là, ça soit tout simplement un commandant qui est là pour donner du gaz en plus, qui a un petit bonus avec son deuxième effet, mais qui peut du coup tout simplement être juste un bonus pour votre deck qui va tourner autour de mécaniques plus larges en fait. Sir Elona la perspicace,
qui coûte 5 dont 2 bleus, c'est une créature légendaire humain et chevalier qui est étoile 4. La force de Eleonora est égale au nombre de cartes dans votre main, et quand elle arrive sur le champ de bataille, piochez une carte, et les sorts que vos adversaires lancent qui ciblent Sir Eleonora coûtent 2 de plus à lancer. Alors, soyons honnêtes tout de suite, c'est une carte sympathique, malheureusement qui coûte un peu cher, qui certes vous fait piocher quand elle arrive sur le champ de bataille, mais disons que voilà, elle se protège un peu, elle a une bonne force, mais c'est pas une carte extrêmement agressive. Qui plus est, du coup, comme elle arrive à 5 mana, ça fait que généralement, à moins que vous soyez sur un gros deck pioche, votre main ne sera pas aussi remplie que ça. Vous aurez certainement 4 ou 5 cartes au grand maximum, du coup, avec celle qui va vous faire piocher. Ouais, je pense que en tant que commandant, c'est pas forcément un bon choix, encore une fois. C'est un commandant Unco, mais voilà, je pense qu'il y a mieux à faire en fait, et peut-être l'intégrer dans les decks pioche, voilà, juste pour le plaisir, avoir une créature qui peut bloquer éventuellement, qui peut vous protéger en étant en plus défendu grâce à sa dernière capacité, et qui fait piocher. Mais voilà, je pense pas non plus que ce soit une grosse carte, voilà, de l'extension. Ayara première de Locthwain. Oui, désolé si je... Locthwain, oui, c'est ça, que je peux complètement défoncer les noms des cartes. C'était un elfe noble qui coûte 3 noirs, c'est une 2-3. Chaque fois qu'elle arrive ou qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Vous l'engagez, vous sacrifiez une autre créature noire, piochez une carte. Alors, du coup, il y a énormément de choses qui me viennent à l'esprit. Le fait est que c'est un peu de l'aristocrate. Alors en plus c'est une noble, voilà. C'est un peu de l'aristocrate parce que du coup on a le côté où en fait elle va pomper des points de vie à tous les adversaires, mais en plus, au moment où les créatures arrivent sur le champ de bataille, des créatures noires, il y a des synergies qui sont disponibles dans le format, autour du noir, autour de... tout simplement du fait d'avoir des créatures qui vont mourir. Moi je sais par exemple que en fait celle-là ça pourrait très bien être un kill dans mon deck Yogg-Saibul. Pourquoi ? Parce que je sacrifie... voilà, j'avais une combo en fait avec... comment il s'appelait ? Avec la malédiction du scarabée, le nid du scarabée, voilà, mais qui est une malédiction, enfin pas une malédiction, mais voilà, en gros c'était chaque fois qu'une créature gagnait un marqueur -1/-1, je faisais un scarabée, et du coup en fait, je sacrifie un scarabée pour mettre un marqueur -1/-1, qui du coup va faire pop un autre scarabée derrière, et du coup en fait j'avais jeton infini comme ça, enfin disons que je faisais son effet, je pouvais piocher autant que je voulais, et avec Ayara en fait, du coup ça fait que c'est à la place d'avoir une créature qui meurt et que ça pompe des points de vie, là c'est quand une créature arrive sur le champ de bataille. J'aime aussi son effet qui fait que vous pouvez sacrifier des créatures noires pour piocher, vous avez juste à l'engager, et si vous avez moyen, je ne sais pas, par hasard avec... un petit bâton de mort d'épine par exemple, celui qui fait que la créature se dégage quand il y a une autre créature qui meurt, du coup voilà, vous pouvez tomber sur une combo infinie en fait, où vous pouvez sacrifier autant de créatures que vous voulez en fait, pour piocher autant de cartes que vous souhaitez. Ce qui est vraiment intéressant, et du coup pourquoi pas. Je veux dire, il y a plein de petites synergies, et je pense que c'est un commandant assez facile à monter finalement, parce que c'est juste mettre des créatures noires qui sont sacrifiables pour piocher les bonnes cartes. Et voilà, et je veux dire, c'est pas compliqué, le commandant est pas cher, tout est dit sur la carte. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Voilà, donc du jeton, du sacrifice, et pourquoi pas quelques synergies. Turlupin, maître farceur qui coûte 4 dont 2 noirs, c'est une peuple fait et gredin. C'est une 3-3 vol célérité, et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous choisissez n'importe quel nombre de capacités ici. Donc chaque joueur se défausse d'une carte, chaque joueur prend 1 point de vie et pioche une carte, chaque joueur sacrifie une créature. Alors, petite précision de règle, encore une fois, on précise que oui, si jamais vous choisissez les 3, vous ne les faites pas dans l'ordre que vous voulez, vous les faites dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits. C'est pas pour rien d'ailleurs. Donc du coup, là, sera de la défausse d'abord, ensuite la perte de points de vie et la pioche, et ensuite le sacrifice de créature. Voilà. Turlupin, je le trouve sympa, parce que bon, disons que c'est une créature qui a une capacité d'évasion, et en plus qui a la célérité, donc c'est déjà très bien. Alors, bien sûr, il faut s'orienter pas mal autour du fait que vous allez défausser, que vous allez perdre des points de vie. Donc essayez d'en tirer un avantage, pourquoi pas du coup avoir d'autres cartes à côté qui donnent des avantages plus gros. Le fait est que comme chaque joueur peut se défausser une carte, pourquoi pas utiliser l'enchantement qui dit comment il s'appelle, rien n'est jamais gâché par exemple.
celui qui est une copie de la créature qu'on a eu récemment dans le Commander 2019, là, mais qui est fait pour les adversaires. Du coup, ça peut être pas mal du tout. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire autour. C'est un deck, enfin pour moi, ça serait un commandant purement value control. Alors bon, évidemment, il est mono noir, donc du coup, ça restreint pas mal. On n'a pas le bleu, on n'a pas le rouge pour faire ou le blanc aussi pour faire des choses un peu stupides. Mais disons que on a déjà une bonne base et que ça peut donner lieu à des petits decks sympas. Sir Conrad le Sinistre, un humain chevalier qui coûte 5, dont 2 noirs, c'est une 5-4. Et à chaque fois qu'une autre créature meurt, ou qu'une carte de créature est mise dans un cimetière depuis autre part que le champ de bataille, ou qu'une carte de créature quitte votre cimetière, Sir Conrad inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 2, chaque joueur met la carte dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Alors du coup c'est bien parce que c'est quelque chose qui peut punir vos adversaires de faire de la meule. Voilà, puisque bah du coup, voilà, si vos créatures vont au cimetière depuis le dessus de la bibliothèque, ce qui est dit, hein, voilà, c'est qu'il va au cimetière depuis autre part que le champ de bataille, et bah du coup il va infliger des blessures à chaque adversaire. Du coup vous pourriez très bien tuer en vous auto-meulant, ou parce que quelqu'un essaie de vous meuler. Donc plutôt pas mal, sympa, bon c'est pas fou non plus. La deuxième capacité elle est là vraiment pour faire en sorte éventuellement de meuler des créatures. Alors après c'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire non plus quoi. Mais c'est vrai que bon voilà, si vous pouvez exiler des créatures de votre cimetière ou quelqu'un exile votre cimetière, du coup vous mettez autant de blessures à chaque adversaire, c'est bien. C'est un peu un jeu autour contre la meule, contre l'exil de cimetière, contre les effets de Vras aussi, puisque bah voilà, hein, je veux dire, et oui, toutes les créatures meurent en même temps, et ben vous êtes là, oui, bah du coup je vais infliger autant à chaque joueur. C'est une bonne carte, mais en tant que commandant je la jouerai pas, parce qu'elle coûte encore une fois un peu trop cher, mais pourquoi pas par exemple dans le deck Ayara, parce que bah là on est vraiment sur le principe où vous pouvez derrière sacrifier avec Ayara une créature qui du coup, Sir Conrad va vous faire infliger une blessure à chaque adversaire. Donc pourquoi pas, moi je l'aime bien, il est sympa, mais je le vois pas comme commandant. En rouge maintenant, Sir Kara l'audacieuse, qui est aussi une unco, humain chevalier qui coûte 5 dans 2 rouges. C'est une 3-3 et chaque fois que elle ou qu'un sort d'éphémère ou de rituel que vous contrôlez inflige des blessures à un joueur, exilez la carte de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Et vous pouvez l'engager pour infliger une blessure à n'importe quelle cible. Alors je l'aime bien, parce que bon, déjà il y a le fait qu'à chaque fois qu'elle inflige des blessures à un joueur, elle-même aussi en dehors de vos éphémères et rituels, et ben du coup elle peut, vous allez pouvoir du coup exiler des cartes que vous pourrez jouer. C'est un peu dommage que ce soit ce tour-ci, et non pas comme la plupart des cartes récemment, qui disent jusqu'à votre prochain tour, enfin ou du moins jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc bon voilà, c'est un petit peu dommage, mais on ne peut pas non plus tout avoir. Après, je pense qu'elle peut être pas mal, honnêtement, en deck mono-red un petit peu burn. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que ce ne sont que les éphémères et les rituels, et non pas par exemple les enchantements, parce qu'on a des enchantements qui infligent des blessures à tous les joueurs à chaque tour par exemple. Et c'est dommage, voilà, je veux dire, ça aurait pu être excellent. Mais là, du coup, on est sur quelque chose un peu plus classique, avec éphémère ou rituel. Évidemment, il y a des petites synergies qui pourraient fonctionner pour faire en sorte d'avoir des éphémères rituels qui reviennent à chaque tour, pourquoi pas. Voilà, ou alors des cartes avec le pistage depuis le cimetière que vous pourrez relancer, qui infligent des blessures. Ça peut vraiment être pas mal. Après, voilà, il faut se dire, c'est de la value sur le fait que vous allez pouvoir jouer une carte supplémentaire, voilà. Ce que j'envisage aussi, comment ça s'appelle encore j'ai oublié le nom. Là, la furie pyromantique de Chandra, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une carte rouge en fait qui dit que la créature ciblée inflige des blessures à chaque créature, enfin équivalent à sa force, à chaque créature et à chaque joueur. Du coup, ce qui fait que vous infligez des blessures à plusieurs joueurs en même temps. Du coup, vous avez plusieurs cartes qui sont révélées comme ça. Donc bon, ça peut être pas mal, mais c'est pas non plus terrible. Thorbrand, Tan de Montrouge, qui coûte 4, dont 3 rouges. C'est une 2-4 nain et noble. Oui, on a des nains, messieurs, dames. Si une source rouge que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire ou à un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige autant de blessures plus 2 à la place. Alors là, du coup, on est sur vraiment du deck super agressif. Je veux dire, agressif, avec du burn, pour Phoros, voilà, parce que je pense que tout le monde y a pensé. Parce que pour Phoros, en fait, quand vous avez une créature qui arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il inflige 2 blessures à chaque adversaire. Du coup, comme c'est une source rouge, Thorbrand dira non, pas de blessures, 4 blessures à la place. Oh! Et là, c'est vraiment très fort. Je le trouve très bien, ce Thorbrand, parce qu'en fait, encore une fois, on est sur un commandant simple, un commandant qui ne veut pas des trucs très compliqués, il veut juste du rouge, du rouge, du rouge et encore du rouge pour faire mal aux adversaires. Et généralement ça marche bien, le rouge il est capable de le faire, et peut-être qu'on pourrait avoir du coup un commandant pas trop compliqué et en même temps très agressif en commandeur, en mono rouge.
Continuons avec le ver et la bête de quête, qui est une bête, oui, qui coûte 4, dont 2 vers, c'est une 4-4, avec la vigilance, le contact mortel et la célérité. Oui, messieurs, dames. Elle ne peut pas être bloquée par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Oui. Les blessures de combat qui lui devraient être infligées par des créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être prévenues. Oui. À chaque fois que la bête de quête inflige des blessures de combat à un adversaire, elle inflige autant de blessures à un Planeswalker ciblé que ce joueur contrôle. Alors bon, je vais donner mon avis tout de suite. C'est pas terrible. Disons qu'il y a des bonnes choses. Je veux dire, c'est une 4-4 pour 4 avec vigilance, contact mortel, célérité. Du coup, elle attaque vite, elle attaque fort, et en plus, elle reste en tant que bloqueur. Elle peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2, donc du coup, ça veut dire que toutes les petites bêtes qui généralement peuvent peupler le board à ce moment-là, au tour 4, si vous le jouez à ce tour-là, si vous le jouez encore plus tôt, ça peut être dégénéré. C'est bien, mais le problème, c'est que le reste, c'est très spécifique. Je veux dire, les blessures de combat qui ne peuvent pas être prévenues, d'accord, mais je veux dire, les fogs, tous les effets de fog qui font que du coup, vous n'infligez pas de blessures ce tour-ci, parce qu'elles sont prévenues, il y en a très peu utilisés en commandeur. Je veux dire, c'est dans des decks très spécifiques qui en abusent un petit peu, certes, mais je veux dire, c'est très spécifique. De l'autre côté, le fait d'infliger autant de blessures à un Planeswalker que le joueur qui a pris des blessures contrôle, oui, c'est bien, voilà, c'est pas mal. Mais bon, disons que tout le monde ne joue pas forcément des Planeswalkers, c'est pas valable tout le temps. Je veux dire, c'est pas comme si il infligeait autant de blessures à une créature que ce joueur contrôle, ce qui aurait été bien meilleur pour le coup. Donc, du coup, oui, non, non, je suis pas fan du tout, quoi. Après, peut-être que, voilà, si on commence à réfléchir un peu, je réfléchissons, hein, parce que voilà, on est là-dessus, on est sur les nouvelles cartes. Les blessures de combat que vos créatures devraient infliger ne peuvent pas être prévenues. Oui, donc du coup, ça veut dire que vous-même, vous pouvez jouer en fait des effets de fog. Dire, voilà, je vais jouer que des effets de brouillard, prévenir toutes les blessures de combat qui doivent être infligées à mes créatures, mais pas l'inverse. Du coup, ce qui fait que, éventuellement, dans une situation d'ex-aequo, purement et simplement, vous pouvez vous retrouver avec, pourquoi pas, un bon avantage. Derrière, du coup, oui, mais vos créatures, est-ce qu'elles seront toujours de taille à tuer des créatures adverses? Compliqué. Contact mortel pour toutes vos créatures, peut-être? Je sais pas. La bête de quête, elle m'inspire pas vraiment, mais je me dis que c'est très tordu, en fait, comme idée, pour réussir à faire en sorte que ce commandant soit viable, alors qu'il y a des commandants verts qui sont bien meilleurs. Et dans cette extension, en plus, il y en a qui sont très bons, on va le dire tout de suite. Donc la bête de quête, qui est quand même la mythique en vert, oui, non. Là, je suis pas d'accord pour le coup. Sirfaren, le marteau des Cromlech, qui coûte 2 vers, un humain chevalier, 2-2, et quand il attaque, une autre créature attaquante ciblée gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant la force de Sirfaren. Alors, c'est sympa, mais bon, c'est... Le problème, c'est qu'il faut qu'il attaque lui-même, donc du coup, il faut qu'il soit protégé, qu'il ait de l'évasion éventuellement, qu'on puisse pas le gérer, parce que si on le gère, du coup, c'est juste... voilà. Il coûte pas cher, certes. Le bonus, c'est pas mal, mais disons qu'il n'y avait pas forcément besoin de l'avoir sur une légendaire. Et en limité, il sera très bien, ça j'en doute pas du tout. Mais voilà, après, il faudrait le booster, pour faire en sorte qu'il booste plus l'autre créature. Donc ça dépend de ce que vous jouez, mais vraiment, je pense qu'il y a d'autres commandants bien plus intéressants en vert dans le format. Yorvo, seigneur de Garenbrig, un géant noble qui coûte 3 vers, qui est une 0-0, qui arrive avec 4 marqueurs +1/+1 sur lui. Donc voilà, c'est une 4-4 pour 3, et yes. Et à chaque fois qu'une autre créature verte arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur Yorvo, puis, si la force de cette créature est supérieure à la force de Yorvo, vous mettez un autre marqueur +1/+1 sur Yorvo. Alors, je l'aime bien parce que c'est du bourrin. D'accord, ok, bon, vous allez me dire, oui, c'est pas non plus fou. Le truc, c'est qu'il y a de la prolifération qui existe. On a eu le sage de l'évolution récemment, avec les terrains qui déclenchent la prolifération. C'est super. Et de l'autre côté, le fait de jouer des bêtes de plus en plus grosses. Je veux dire, Yorvo, en fait, ça me donne l'impression d'un commandant qui grandit avec les créatures, qui s'enrichit, en fait, des créatures qui arrivent sur le champ de bataille avec lui. Et du coup, c'est bien. J'aime bien ce petit concept-là, surtout qu'il gagne toujours des marqueurs à partir du moment où vous jouez des créatures vertes. Ce qui est très bien, parce que l'extension, ici, elle met en avant beaucoup le fait que vous jouez monocolore. Donc voilà, je trouve ça sympa. Malheureusement, ce qui lui manque, c'est de l'évasion. Il n'a pas le piétinement, alors que bon, c'est un géant. Il aurait pu avoir une capacité en plus qui disait, à partir du moment où il a 8 marqueurs +1/+1 sur lui,
bah du coup, voilà, il a le piétinement. Ce qui a déjà été fait, hein, il y a des cartes qui existent comme ça. Donc ça aurait pu être intéressant, et malheureusement c'est le petit truc qui me manque, et du coup il faudrait lui ajouter via d'autres cartes. C'est dommage, mais bon, c'est toujours un petit truc à calculer en plus, du coup, si jamais vous voulez les jouer. Il est sympa, mais je le trouve pas non plus extrêmement dégénéré. Ça va être un deck, à mon avis, très agressif. Pourquoi pas basé autour des petites créatures vertes, pour faire en sorte qu'il gagne des marqueurs très rapidement. Éventuellement des créatures qui mettent des marqueurs sur d'autres créatures, ça peut être pas mal aussi. Du coup, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire, mais c'est pas non plus extrêmement dégénéré. En multicolore, dans les boosters de base, on a une seule carte, un seul commandant, Grumgully, le généreux, oui, qui coûte 3 dont un rouge et un vert, c'est un gobelin chaman 3-3, et chaque autre créature non humain que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Ce qui est, ma foi, pas mal, parce que bon, on est rouge-vert, ça va être assez agressif, on est sur un archétype qui généralement veut bourrer assez rapidement avec le plus de force possible, et du coup, bah voilà, Grumgully, il permet de booster un petit peu plus. Mais est-ce que c'est dégénéré? Bah non, encore une fois, on est sur une Onco, c'est pas mal, mais c'est pas non plus fou, et je pense que je le mettrais plus dans les cartes du deck que en tant que commandant en fait. C'est trop léger en fait, à moins d'avoir des créatures qui synergisent bien avec les marqueurs +1/+1 dans ces couleurs-là, ce qui est tout à fait possible, hein, bien sûr. Oui, je trouve que c'est un petit peu dommage. On a d'autres cartes qui ne sont pas dans les boosters de l'extension, mais dont on va parler, d'autres cartes de commandant. Tout d'abord, on a la Buy Box de l'extension, qui est Kenrith, le roi réapparu. Oui, Kenrith de Will Hero One, c'est le papa. Voilà, c'est le papa. On avait la reine tout à l'heure, sa femme, donc voilà, Kenrith, c'est le roi. Il coûte 5, dont un blanc, c'est un humain et noble 5-5. Alors, il n'est pas mono-blanc, il est 5 couleurs, le monsieur, parce qu'il a 5 capacités de chacune des couleurs. La première, un rouge, toutes les créatures acquièrent la piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour. Pour 1 et un vert, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Pour 3 dont un blanc, le joueur ciblé gagne 5 points de vie. Pour 4 dont un bleu, le joueur ciblé pioche une carte. Pour 5 dont un noir, mettez sur le champ de bataille, sous le contrôle de son propriétaire, une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Ok. Faut qu'on discute. Parce que Kenrith, c'est probablement l'un des commandants les plus bizarres et les plus fous que j'ai jamais vus. Parce que je l'aime beaucoup en fait. Déjà, il est 5 couleurs. Alors certes, ça va être compliqué à monter, je suis d'accord. Mais en fait, il est groupe Hug. Pour ceux qui ne connaissent pas groupe Hug, en fait c'est le deck câlin. C'est le deck je peux aider tout le monde. Et ici, en fait, si vous avez bien fait gaffe dans toutes les capacités, il n'a jamais été mentionné que c'était vos créatures, que c'était une de vos créatures qui était ciblée, que c'était vous qui piochez une carte, qui gagnez des points de vie. Voilà, c'est une cible n'importe où sur le board, le joueur ciblé n'importe lequel. Voilà, donc honnêtement, et en plus même la dernière capacité, c'est vous réanimez une bête sous le contrôle de son propriétaire. Donc du coup, ça veut dire que vous pouvez pas récupérer une bête des adversaires, mais vous pouvez très bien donner une bête, redonner une bête à un adversaire qui par exemple en a le besoin. Et ça, je veux dire, il y a énormément de politique qui peut se baser autour de ça. Ce commandant, il a tout ce qu'il faut. La première capacité pour le rouge, elle est très bien. Piétinement, célérité, c'est correct pour un rouge. Un marqueur +1/+1 pour 2, c'est bien. Le faire gagner 5 points de vie pour 3, c'est très correct. Pour 4, piocher une carte, c'est bien. Et pour 5, réanimer une bête, c'est juste fou. Parce qu'en plus, comment dire, il faut que je vous explique un petit quelque chose. À un moment, il existe des rituels qui font pour 5, vous réanimer une bête de votre cimetière ou d'un cimetière ciblé sur votre champ de bataille. Là, c'est pas un rituel, c'est une capacité sur votre commandant. C'est une capacité sur l'une de vos cartes. Du coup, c'est pour ça que toutes les capacités avant, même gagner 5 points de vie pour 3 mana, je m'en fous. C'est très bien parce que du coup, c'est une capacité réutilisable. C'est pas juste un sort qui coûte 3 qui va me faire gagner 5 points de vie. Donc, il y a cette flexibilité qui fait que ça rend toutes ces capacités beaucoup plus intéressantes. Et le fait que vous pouvez du coup gérer, équilibrer le board en fait en fonction de vos besoins, en fonction des besoins des adversaires, pour faire en sorte que voilà, vous puissiez donner des avantages à tout le monde pour que tout le monde soit à peu près au même niveau. Et que bah oui, peut-être à un moment vous allez gagner avec une de vos cartes que vous aurez prévues exprès, voilà, parce que bon, les decks group hug ont quand même des moyens de gagner, c'est pas juste des decks qui sont là pour vous faire des câlins, c'est des decks qui sont là aussi pour vous défoncer à un moment ou à un autre. Mais franchement, Kenrith, pour moi, il est très intéressant, il est bien. J'ai bien envie de vous monter un deck autour, mais ça va demander beaucoup de réflexion de ma part parce qu'il faut chercher énormément, trouver des synergies qui fonctionnent très bien avec lui, et pourquoi pas, bah voilà, essayer derrière ce deck-là. Passons maintenant aux cartes des decks Brawl, donc les 4 commandants des decks Brawl. Alors vous m'excuserez, ils sont tous en anglais, je ne sais pas pourquoi les visuels français ne sont pas disponibles.
ce qui est complètement con, disons-le. Donc on a Alela, provocatrice ingénieuse, qui est une fée, une fée quoi, excusez-moi, Warlock, c'est fée et psychagogue, oui. Alors là, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, ça qui coûte 4, dont un blanc, un bleu et un noir. Alors là, très coloré, du coup, 2-3, vol de contact mortel et lien de vie. Les autres créatures que vous contrôlez avec le vol ont +1/+0, et chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou d'enchantement, pardon, pas d'éphémère, d'un sort d'artefact ou d'enchantement, créez une 1-1 bleu fée avec le vol. Voilà. Je suis très content d'aller là, parce qu'elle ne coûte pas cher pour ce qu'elle fait. Elle a une bonne défense, elle peut être très agressive en fait, puisque le contact mortel est toujours assez rédhibitoire pour les adversaires. Voilà, ça ne motive pas tellement à bloquer en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec. Le fait en plus qu'elle fait des fées quand vous lancez des artefacts ou des enchantements, ça peut être fou, parce que du coup vous lancez des fées, pourquoi pas avec vous allez lancer des artefacts qui font du mana par exemple, et du coup créer des fées derrière, donc du coup vous faites déjà vos défenses en plus. Vous pouvez faire des effets qui vont doubler le nombre de jetons que vous créez, tout ça. Voilà, procession consécratrice dans ce deck me semble très bien, parce que du coup, vous créez 2 fées chaque fois que vous jouez des enchantements ou des artefacts. Derrière les artefacts utilitaires, des enchantements utilitaires qui peuvent vraiment vous aider. Si vous jouez blanc-bleu-noir en vol, par exemple, ça peut être très bon aussi, sachant qu'il y a beaucoup d'enchantements qui permettent de donner des boosts avec les créatures qui ont le vol, etc. Vous pouvez jouer tout simplement fée avec ce deck-là, je pense que ça peut déjà être pas mal du tout. Je veux dire, il y a plein de choses possibles, et ça ouvre beaucoup de possibilités. C'est simple, encore une fois, d'utilisation, parce que c'est juste des créatures avec le vol, les enchantements, les artefacts, et point. Et des jetons, voilà, si vous voulez. Mais c'est bon en fait, c'est juste bon comme ça. Ensuite, on a Shulan, conteur de fables, qui est un humain druide qui coûte 5, dont un vert, un blanc et un bleu, c'est une 2-4, avec la vigilance. Un humain et druide, pardon. Je sais pas si j'ai dit humain et chaman. Et quand vous lancez un sort de créature, piochez une carte, puis vous pouvez mettre une carte de terrain depuis votre main sur le champ de bataille. Et pour 3, vous l'engagez, retournez une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Ok, on va devoir parler. Shulan, c'est l'une des premières cartes qui a été annoncée de l'extension. J'ai déjà travaillé sur un deck dessus. Il y aura un deck tech dessus, je tiens à vous le dire. Mais j'ai beaucoup de choses à vous expliquer, c'est pourquoi celui-là au-delà des 3 autres. Parce qu'il est extrêmement fort. En commandeur, c'est d'une stupidité absurde. Je veux dire, vous avez de la value pure en fait avec Shulan. C'est juste, vous lancez un sort de créature, donc bon, vous avez payé du mana, vous allez piocher en plus, donc du coup vous avez déjà une value ajoutée qui généralement coûte un bleu pour une carte, on va dire, et encore c'est très généreux. Et derrière, en plus, vous pouvez poser un land dégagé depuis votre main sur le champ de bataille, que vous l'ayez pioché ou pas. Donc bon, oui, non, là quand même, je veux dire, ça fait mal. Qui plus est, il a quand même une capacité qui permet de le remonter lui-même dans la main de son propriétaire. Donc vous pouvez le remonter dans votre main en payant 3 et en l'engageant. Sachant qu'il a la vigilance, c'est pas pour rien qu'il l'a. Il l'a justement à cause de cette capacité-là, qui lui permet de se protéger un maximum. Personnellement, je pense que je vais jouer essentiellement avec des petites bêtes. Des petites bêtes utilitaires à 3 mana ou moins, qui vont en fait avoir des effets quand elles arrivent sur le champ de bataille, des grands classiques, je veux dire, je pense à Physaliche, Sage du Reboisement par exemple. Des cartes comme ça qui ont des bons effets quand elles arrivent en jeu, et du coup le fait d'en tirer une value supplémentaire derrière avec Shulan, ça va juste être fou. Bien sûr, il va falloir mettre des elfes, tous les trucs à mana, enfin tous les mana d'orc, parce que évidemment, il nous faut du mana rapidement, il faut que Shulan sorte le plus vite possible, parce que du coup, c'est de la value pure. Voilà. Donc, oui, allons-y, je veux dire, là, Shulan, pour moi, c'est un très bon commandant. Il fait partie des meilleurs de cette extension. Korvold, qui est roi maudit par les fées, c'est un dragon et noble qui coûte 5, dont un noir, un rouge et un vert, c'est une 4-4. Avec le vol bien sûr, et quand il arrive sur le champ de bataille ou quand il attaque, sacrifiez un autre permanent, et à chaque fois que vous sacrifiez un permanent, mettez un marqueur +1/+1 sur Korvold et piochez une carte. Alors là, niveau combo, il y a aussi pas mal de choses à faire, et je suis désolé, j'ai complètement oublié, parce que j'avais trouvé une combo autour de ce Korvold, et je l'ai oublié, j'aurais dû la noter, définitivement. Mais voilà, disons qu'il y a moyen de faire pas mal de choses avec Korvold, puisque il arrive sur champ de bataille, vous pouvez sacrifier des permanents, enfin vous sacrifiez forcément un autre permanent.
Et du coup, derrière de la pioche, des marqueurs +1/+1, il y a des combos qui existent. Il y en a qui disent déjà qu'il va rentrer dans Proche, qui est un deck aussi basé sur le sacrifice. Le fait de mettre des marqueurs +1/+1 sur lui, de piocher les cartes, etc. Enfin bon, vraiment, il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire. Sir Gwyn, héros de Cendreval, qui coûte 6, dont un rouge, un blanc et un noir. C'est un humain chevalier, vigilance menace 5/5. Et à chaque fois qu'une créature équipée que vous contrôlez attaque, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Les créatures que vous contrôlez ont équipement de chevalier 0. C'est-à-dire que vous pouvez du coup équiper vos équipements pour 0 à partir du moment où c'est sur un chevalier qu'elles sont équipées. Donc très bien. Alors bon, du coup là on est sur du tribal chevalier bien sûr. Hein. Le truc qui me dérange un peu c'est le coût de mana, il coûte 6, ça fait un peu cher. Après la tribal chevalier en tricolore c'est très bien, il y a de bonnes choses. Le fait d'avoir encore une fois de la pioche, parce qu'il faut quand même le dire, hein, là ça fait 3 commandants d'affilée où on a de la pioche sur chacun des 3. Alors qu'on n'est pas forcément dans le bleu, il faut le dire aussi. Donc oui, je pense que là la pioche elle s'est un peu généralisée. L'équipement en plus gratuit sur vos chevaliers, c'est très bon, parce que vous avez des équipements qui peuvent coûter cher, mais qui sont absolument pétés. Et du coup, bah voilà, vous avez de quoi faire. Un deck équipement autour des chevaliers, pourquoi pas. Personnellement, je préfère les decks équipement tout court dans d'autres couleurs. Mais déjà, on est sur du bon. On a aussi toutes les cartes blanches issues de Miraudin et Cicatrice de Miraudin. Voilà, des 2 blocs qui... eux sont généralement assez bons et vous permettent d'équiper assez rapidement, de donner des capacités supplémentaires en fonction des équipements, tout ça. C'est vraiment intéressant. Et si maintenant on passait aux cartes de l'extension, parce que oh là là, le temps file vite, on va commencer avec le blanc, concurrente acclamée, une humain chevalier qui coûte 3 dont un blanc. C'est une 3/3 et quand elle arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un autre chevalier, vous regardez les 5 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de chevalier d'aura ou d'équipement ou d'artefact légendaire parmi elles et la mettre dans votre main et le reste en dessous de la bibliothèque. Assez content ici, puisque du coup, si vous jouez chevalier, tribal chevalier, vous avez une bonne carte. Si vous jouez avec des auras, avec des équipements, avec des artefacts légendaires, très bon aussi. Le problème, c'est d'avoir le chevalier à côté. Donc je pense que dans le tribal chevalier, c'est une très bonne carte, une excellente carte. Surtout si vous jouez, évidemment, Sir Gwyn, dont on vient de parler. Mais en dehors de ça, ça verrait que ça va être un peu plus compliqué, mais ça peut toujours être une bonne chose. Tout ce qui brille a un enchantement aura, créature, pour 2 dont un blanc. La créature enchantée gagne +1/+1 pour chaque artefact et ou enchantement que vous contrôlez. Très bon en fait, même excellent, parce que du coup dans les decks agressifs, dans les decks qui ont beaucoup d'artefacts et d'enchantements, dans les decks éventuellement enchantement tout court, hein, c'est une très bonne carte et je pense que ça fait un petit ajout dans ce type de deck là. Prince charmant, un humain noble 2/2 pour 2 dont un blanc. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez entre regard 2, piocher 3, vous gagnez 3 points de vie, et exiler une autre créature ciblée que vous possédez, renvoyez-la sur le champ de bataille, sur votre contrôle, au début de la prochaine étape de fin. Alors, évidemment, moi, ce que j'envisage, c'est surtout regard 2, qui est très bon, et qui est très rare, en fait, en blanc, finalement. Derrière, le fait d'avoir aussi la possibilité d'exiler une autre créature, vous allez renvoyer sur le champ de bataille, parce que du coup, dans un deck blink, celui-ci me semble être excellent, parce que du coup, vous pouvez très bien le blinker derrière, pourquoi pas avec Aminatou, ou une autre carte que vous possédez, et faire en sorte du coup de blinker encore une autre créature derrière. Ce qui est très bon, on a pas mal d'effets d'arrivée en jeu qui peuvent se déclencher en même temps, donc vraiment, Prince Charmant, je pense qu'il a vraiment sa place dans les decks qui blinkent. Le cercle de loyauté est un artefact légendaire, toutes les couleurs en ont un, on va quasiment tous en parler. Ici il coûte 6 dont 2 blancs. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque chevalier que vous contrôlez, donc voilà, pourquoi pas tribal chevalier. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1, et chaque fois que vous lancez un sort légendaire, créez un 2/2 chevalier avec la vigilance. Et vous pouvez payer 4 dont un blanc et l'engager pour créer un chevalier 2/2 avec la vigilance. Honnêtement, je suis pas mal intéressé parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses en fait. C'est que d'un côté, on a le fait qu'il y a de la réduction pour les chevaliers, d'accord. On a le petit boost +1/+1 en fait, mais c'est quasiment la capacité suivante qui m'intéresse, celle qui crée des chevaliers quand vous lancez des sorts légendaires. Parce que si vous jouez un deck full légendaire, imaginons si c'est Capitaine de l'Aquilon, voilà, qui est sorti dans Horizon du Moderne, ou d'autres cartes, enfin voilà, Captain 6C aussi, la blanc-vert originale, je veux dire, les sorts légendaires, je pense que vous serez très content en fait de pouvoir popper en plus des petits chevaliers à côté qui les protègent. Donc pourquoi pas. Alors après je me dis oui bon peut-être dans les decks Planeswalker, puisque voilà les Planeswalker sont des Planeswalker légendaires tous, donc du coup c'est vrai que ça peut être voilà, ça peut
Ça peut être intéressant en fait de le rentrer dans ce type de deck, mais malheureusement ça coûte cher, je veux dire 6 mana, il faudrait vraiment avoir la réduction de coût, donc du coup il nous faut des chevaliers à côté. Donc voilà, c'est un mal pour un bien en fait, la carte est assez bien équilibrée je trouve, pour pas non plus qu'elle soit extrêmement abusée, mais franchement elle seule je pense qu'elle pèse plutôt pas mal. Silence assourdissant, un enchantement pour un blanc qui empêche chaque joueur de lancer plus d'un sort non créature par tour. Très bien du coup pour gérer un peu tout ce qui est contrôle, pour empêcher vos phases d'attaque de se faire défoncer parce que quelqu'un va jouer 36 sorts en éphémère. Donc oui, silence assourdissant, je pense que pour les decks assez agressifs c'est un bon choix. Archonte harmonieux qui coûte 6 dont 2 blancs, c'est un archonte 4-5 avec le vol. Les créatures non archontes ont une force et une endurance de base de 3-3 et quand il arrive en jeu, vous mettez 2 jetons 1-1 blanche humain. Donc, oui, archonte harmonieux. Plutôt sympa, malheureusement, le gros problème c'est que ça dépend complètement du board adverse. Je suis un petit peu dubitatif le concernant étant donné que il va transformer toutes les autres créatures en 3-3 mais pas sans capacité, donc du coup ça veut dire que certains peuvent en bénéficier plutôt de manière assez large, parce que bon, j'ai mis plein d'esprit 1-1 vol, oui du coup maintenant c'est 3-3 vol, dommage, essayez encore. Donc oui, c'est compliqué je pense, mais il y a des choses à faire autour peut-être, surtout si vos adversaires ont tendance à jouer grosses bêtes, etc. Donc ça peut être un bon choix. Le géant drapé de royaume qui coûte 7 dont 2 blancs, c'est un géant 7-7. Alors je dois expliquer un petit peu ici parce qu'en fait c'est l'une des nouvelles mécaniques de l'extension, c'est l'aventure. Alors le géant lui-même a la vigilance, voilà c'est tout. Mais en fait il a en plus dans sa case de texte, vous le voyez là en bas à gauche, Dévêtir qui coûte 5 dont 2 blancs, c'est un rituel aventure, vous détruisez toutes les créatures non géants. Puis exiler cette carte, vous pouvez lancer la créature de plus tard depuis l'exil. Du coup... Je dois expliquer un petit peu comment fonctionnent les créatures qui ont l'aventure, qui ont un rituel ou un éphémère aventure noté sur elle. En gros, pour vous expliquer, c'est assez simple. Vous avez cette carte dans la main. Vous pouvez la lancer normalement pour 7, c'est un géant, vigilance 7-7, et on s'en fiche de ce qu'il y a en bas à gauche. Sinon, vous pouvez la lancer pour son coup de rituel aventure, donc dévêtir. Vous lancez du coup pour 5 le sort. S'il se résout, bon du coup s'il n'est pas contrecarré, s'il n'est pas exilé, etc., enfin bon, en étant dans la pile ça existe. Du coup, il va se mettre en exil à la résolution, dans une zone spéciale, aventure, en gros, vous allez voir, il y a des petits jetons qui vont traîner comme ça. Et du coup, vous le posez là, et tant qu'elle est là, en fait, vous pouvez la lancer pour son coup de créature normale, du coup, vous pouvez lancer la créature derrière. Donc du coup, c'est vous faites d'abord l'aventure, et ensuite, vous pouvez lancer la créature si l'aventure s'est résolue correctement. Voilà, il faut considérer en gros que, de manière un petit peu imagée, la créature est partie dans une aventure grâce à votre rituel ou à votre éphémère. Et ensuite, du coup, comme elle est partie à l'aventure, vous pouvez la faire revenir si l'aventure s'est bien déroulée, donc du coup, si elle a bien été résolue, en payant son coût normal. Ok ? Donc du coup, vous avez un avantage. Aussi, autre chose, un gros détail qui est très important en commandeur, parce que je sais qu'il y en a qui vont se dire « Oh mon dieu, on peut lui faire des trucs !» Non. Par exemple, tout ce qui va chercher des éphémères et rituels ne fonctionne pas ici. Vous pouvez aller chercher une créature et du coup tomber sur celle-ci. Ça, en fait, ça n'est pas un type supplémentaire, c'est juste une partie de la carte, c'est comme une capacité en gros, il faut se dire. Voilà. Donc, non. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez pas mal de possibilités, et j'ai trouvé des cartes très intéressantes dans l'édition qui ont des bonnes capacités, mais que je n'ai pas mises parce qu'en commandeur, on a déjà mieux en fait, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai qu'ici, avoir celui-ci qui détruit toutes les créatures non géantes, donc du coup, pourquoi pas faire un tribal géant, ça existe, et derrière, avoir une belle 7-7 vigilance pour 7, pourquoi pas, vraiment, je pense que ça vaut le coup, et que c'est une carte très intéressante pour un type de tribal encore assez peu développé. La chevalière valeureuse, un humain et chevalier qui coûte 2 dont un blanc, une 2-2, et à chaque fois que vous lancez un sort de chevalier, créez un 1-1 humain. Ok, bonne carte pour les decks chevaliers. Passons à la suite. Silençante, une peuple fée qui coûte 2 dont un blanc, c'est une vol lien de vie 1-2, et les créatures qui arrivent sur le champ de bataille ou qui meurent ne provoquent pas le déclenchement des capacités. Waouh. Alors attendez, parce que là il faut qu'on fasse un petit break. On avait déjà Horde de Torpeur qui empêchait les créatures de déclencher les capacités déclenchées quand elles arrivaient sur le champ de bataille. Là c'est en mourant aussi, ce qui est extrêmement fort parce que du coup il y avait beaucoup de cartes qui existaient dans le commandeur, beaucoup de stratégies qui existent autour du fait que vos créatures meurent. Voilà, que ce soit les decks sacrifices avec des cartes qui font pomper des points de vie à tous les adversaires en même temps. C'est fort, c'est extrêmement fort. La Silençante pour moi c'est une carte qui va rentrer dans beaucoup de decks blancs, qui vont jouer un peu le contrôle, qui vont éviter aussi
Voilà, bah évidemment, s'il y a des cartes qui ne... Voilà, si on est dans des decks qui ne synergisent pas avec la mort des créatures, ou avec le fait d'avoir des arrivées en jeu, la Silencante va rentrer dans ce type de deck-là. Deck très contrôle, mais c'est génial, franchement. Continuons notre épopée avec le bleu, et du coup, on va commencer avec Folio des Fantaisies, un artefact qui coûte 2, dont 1 bleu. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans la main des joueurs. Pour 2 fois X et vous l'engagez, chaque joueur pioche X cartes. Pour 3, dont 1 bleu, vous l'engagez, chaque adversaire met dans son cimetière, depuis le dessus de sa bibliothèque, un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans sa main. Alors du coup, ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que ça peut se jouer très bien dans les decks qui font du coup meuler de manière générale, ou surtout des decks qui font piocher à mort. Et oui, des decks qui font piocher comme par exemple Nekuzar, qui inflige des blessures quand vous piochez, pour chaque adversaire bien sûr, et derrière, le fait que du coup vous allez pouvoir meuler, donc du coup accélérer un petit peu. C'est vrai que, voilà, vous avez une main qui est suffisamment grande, plutôt que de payer XX pour faire piocher X cartes, pourquoi pas faire 3, et du coup meuler en plus le dessus de la bibliothèque, ce qui fait que vous avez une autre condition de victoire encore disponible à côté, mais qui est quand même basée sur le fait que vous allez beaucoup piocher, et surtout vos adversaires qui vont beaucoup piocher. Donc, très bon choix. Grenouillifié, un enchantement aura créature qui coûte 2 dont 1 bleu. La créature enchantée perd toutes ses capacités et est une créature bleu grenouille avec une force et une endurance de base 1-1. Du coup, voilà, ça devient juste une grenouille. Écoutez, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, c'est encore une fois un moyen de gérer des bêtes qui ont des effets, que ce soit des effets passifs, que ce soit des effets activables ou déclenchables, que ce soit aussi des effets à la mort, pourquoi pas. Donc voilà, c'est l'avantage, c'est que du coup, par exemple, un commandant adverse qui devient une 1-1 grenouille, du coup ça fait que vous avez géré un commandant pour 2. Et je trouve ça plutôt efficace, bien sûr. Le miroir magique, l'artefact légendaire bleu qui coûte 9, dont 3 bleus. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Et au début de votre entretien, mettez un marqueur connaissance sur le miroir magique, puis piochez une carte pour chaque marqueur connaissance dessus. Alors, ce qui m'intéresse ici, il y a pas mal de choses. Déjà, éphémère rituel, donc du coup, bleu, potentiellement mono bleu, puisque triple coloré, mais aussi, pourquoi pas une bonne combinaison bleu-rouge, parce que voilà, ça fait quand même pas mal d'éphémères de rituel. Pas mal du tout, qui plus est derrière un bon moteur de pioche. Il faudrait réussir en fait à faire en sorte d'avoir, pourquoi pas, un moteur de défausse, parce que si vous pouvez en plus défausser des cartes, par exemple, imaginons, Faceless Looting, voilà, le pillage 100 fois, qui fait que pour un rouge, vous pouvez vous défausser de 2 cartes et piocher 2 cartes, enfin piocher puis défausser 2. Du coup, ce qui fait que vous pouvez mettre 2 cartes d'éphémères et rituels au cimetière, en plus derrière, et du coup, ce qui fait que vous avez déjà 3 éphémères et rituels au cimetière au tour 1. Du coup, ça peut accélérer très rapidement, et je pense qu'en fait, on sera sur un deck purement looting et purement pioche autour du miroir magique, et du coup, il nous faut un commandant qui va bien avec, et il y en a plusieurs qui pourraient fonctionner, donc ce miroir magique, je pense qu'il peut entrer dans pas mal de choses différentes, et que ça peut bien tourner, ma foi. L'horloge de minuit est un autre artefact bleu qui coûte 3 dont 1 bleu. Il vous permet de faire du bleu, voilà, en s'engageant, ou pour 3 dont 1 bleu, vous mettez un marqueur heure dessus, et au début de chaque entretien, mettez un marqueur heure dessus, et quand le 12e marqueur heure est mis sur l'horloge de minuit, mélangez votre main et votre cimetière dans votre bibliothèque, puis piochez cette carte, et vous exilez l'horloge de minuit, parce que sinon c'est un peu fort. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est toutes ces capacités. Je veux dire, c'est un artefact pour 3 qui va vous faire un mana bleu, c'est sympa, il n'y a pas besoin de faire plus, en fait, c'est un accélérateur de mana, petit certes, pas très cher, enfin peut-être un peu cher pour ce qu'il fait, parce qu'il ne rajoute que du mana de une couleur, ok. Derrière, il vous permet d'utiliser son mana pour, pourquoi pas, accélérer un peu sa capacité, et du coup mettre en plus des marqueurs heure, et du coup cette capacité qui fait mélanger la main et le cimetière dans la bibliothèque et repiocher cette carte, c'est une très bonne capacité, c'est celle tout simplement de Time Twister, c'est celle de Echo des Éons qui est sortie récemment, mais uniquement pour vous, pas aussi pour les adversaires, uniquement pour vous, ce qui est très fort, et qui plus est en multijoueur, le fait que le marqueur heure il est mis au début de chaque entretien et pas uniquement du vôtre, ça fait que déjà en un tour de table, il y a 4 heures qui sont passées. Donc techniquement en 3 tours de jeu, sans compter si je vous avais mis des marqueurs supplémentaires entre temps, et du coup on se retrouve avec facilement en 2 tours et demi en fait ça peut être fait. Du coup,
plus que bien. J'ai oublié de le préciser d'ailleurs également pour le miroir magique, mais ici ce sont encore une fois des marqueurs, et étant donné que ce sont des marqueurs, vous pouvez les proliférer, et la prolifération est une capacité qui est venue en plus dans les guildes, pas les guildes de Ravnica, dans la War of the Spark, la guerre des Planeswalkers, et ben c'est vrai que, écoutez, il faut l'envisager que ce bleu peut proliférer, que ce bleu peut faire en sorte que cette capacité arrive bien plus vite que prévu. La création du miroir, un enchantement qui coûte 3 dont 2 bleus, qui fait qu'il arrive sur le champ de bataille comme copie de n'importe quel artefact ou enchantement sur le champ de bataille. Ce qui est très bien, ça me rappelle beaucoup copie d'enchantement, voilà, qui coûtait également 3, mais malheureusement avec un seul bleu, et qui ne copiait qu'un enchantement. La création du miroir permet aussi de copier un artefact, du coup ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant et c'est extrêmement bon. Donc on prend. Enlevé par les fées, qui coûte X, dont 2 bleus, X et 2 bleus, pas dont 2 bleus bien sûr, c'est un rituel bien sûr, et renvoyer la créature ciblée de convertie de mana X dans la main de son propriétaire, vous créez X jetons de créature 1-1, peuple fée avec le vol. J'aime beaucoup parce que création de jetons plus boons, alors certes, c'est toujours un petit peu gênant en fait de devoir payer X étant le coût converti de mana de la carte que vous allez envoyer. Parce que je sais, oui, s'il y a des grosses cartes qui arrivent, voilà, vous pouvez pas trop les gérer. Mais du coup, l'avantage, c'est que derrière, vous créez des fées. Donc, finalement, pour X et 2 bleus, vous créez X fées. Et si vous avez l'occasion de renvoyer, si vous pouvez, du coup, cibler une créature en même temps, voilà, c'est assez moyen, en fait, comme carte, je vous avoue. Mais c'était une petite option avec deux parties différentes, deux effets qui se cumulent. Ça me semblait intéressant, après voilà, c'est pas non plus très fou, mais ça peut être un bon ajout. En noir, on a le familier de chaudron, un chat qui coûte 1 noir, c'est une 1-1, et quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Sacrifiez une nourriture, renvoyez sur le champ de bataille le familier de chaudron depuis votre cimetière. Nourriture étant un type de jeton, mais aussi un sous-type de carte qui a été ajouté dans cette édition. Bon voilà, on va pas en parler beaucoup, mais en fait, je vous avoue que le familier de chaudron, en fait, il m'intéresse parce que quand il arrive sur le champ de bataille, il déclenche un effet qui fait perdre des points de vie à chaque adversaire. Du coup, si vous avez besoin de le ranimer d'une manière ou d'une autre, de le rejouer, etc., de faire en sorte qu'il puisse revenir sur le champ de bataille en boucle, et bien du coup, c'est une bonne chose. La nourriture en plus, si vous pouvez jouer à côté en plus, voilà, et en avoir, pourquoi pas. Le chaudron d'éternité qui coûte 12 dont 2 noirs, dont 10 et 2 noirs, un artefact légendaire, celui-ci aussi, qui coûte 2 de moins à lancer pour chaque carte de créature dans votre cimetière, et chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, mettez-la au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Et pour 3 dont un noir, vous l'engagez, vous payez 2 points de vie, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille, uniquement en rituel. Alors bon, vous allez me dire, oui mais attends, du coup les créatures qui meurent ne vont pas au cimetière, elles vont en dessous de la bibliothèque. Oui, donc du coup vous pouvez ranimer uniquement les cartes qui étaient déjà présentes auparavant, avant que vous jouiez le chaudron. Donc c'est bien, disons que ça peut être une bonne chose après une vrasse, etc. Mais en fait, moi il y a un deck dans lequel je le vois, ce chaudron d'éternité. C'est un deck autour de Grenzo, noir-rouge, en fait puisque Grenzo a une capacité pour 2, qui dit que vous pouvez, vous regardez les cartes du dessous de votre bibliothèque, et si jamais elle a une force inférieure ou égale à celle de Grenzo, vous la mettez sur le champ de bataille. Et du coup, derrière, je pense à une combo en fait avec Chaudron d'éternité, sachant que Grenzo est une 2-2. Généralement, vous jouez que des créatures qui ont 1 ou 2 de force. Chaudron d'éternité, avec ensuite à côté Hôtel d'Ashnod, oui, que vous sacrifiez une créature, vous faites 2 mana. Et ensuite du coup Grenzo, Chaudron et ça et l'hôtel d'Ashnod, et c'est largement suffisant en fait. Il faut juste avoir une créature, vous sacrifiez une créature, paf, comme vous avez le Chaudron, elle se met en dessous de la bibliothèque, vous utilisez Grenzo et du coup vous pouvez faire en fait des effets d'arrivée en jeu en boucle. Par exemple, pourquoi pas avec le familier de Chaudron, voilà, puisque du coup les 2 mana incolores vous allez l'utiliser pour la capacité de Grenzo, et du coup vous pouvez le faire en boucle, et c'est génial, et ça marche très bien. Je veux dire, il y a rien d'autre à dire. C'est une combo très bien. Après, il faut pouvoir jouer le chaudron d'éternité parce qu'il coûte quand même 12. Mais évidemment, dans ce type de deck, il y a tout à fait moyen de sacrifier beaucoup de créatures très vite pour faire beaucoup de mana. Qui plus est, si vous avez déjà sur le champ de bataille l'hôtel d'Ashnod, et ben du coup, vous pouvez sacrifier des créatures pour faire du mana et du coup payer le chaudron d'éternité beaucoup moins cher, bien sûr. Et derrière, du coup, vous pourrez le jouer et puis enchaîner avec vos combos, etc. Le troll du ponceau, qui est une créature troll, étonnamment, qui coûte 5 dont 2 noirs, c'est une 8-8, piétinement célérité, oui messieurs dames, oui, et quand il arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé crée 3 jetons 0-1 blanche chèvre,
Et quand au début du combat pendant votre tour, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature. Si un joueur fait ainsi, engagez le troll du ponceau, vous gagnez 3 points de vie et vous piochez une carte. Alors ça me fait beaucoup penser en fait à un autre démon qui coûtait 4, qui avait le vol, je crois que c'était une 6-6, et en fait au début de chaque combat un adversaire pouvait sacrifier une créature, ça mettait un marqueur sur lui et ça l'engageait en fait. Mais là uniquement c'est durant votre tour bien sûr. Et alors vous mettez les créatures sous le contrôle des adversaires, d'accord, mais si vous jouez dans un deck un petit peu sacrifice, ou un deck aristocrate de manière générale, qui fait quand une créature meurt, il y a des effets qui se déclenchent, pardon, et bah du coup ça peut être assez intéressant. Qui plus est, ce troll du ponceau, il fait pas, contrairement à ce démon, il fait pas gagner juste un marqueur au démon en question, il vous fait gagner 3 points de vie et piocher une carte. Ce que je trouve extrêmement fort en fait, parce que du coup vous tirez un avantage considérable, hein, une pioche supplémentaire c'est quand même toujours très bon, plus de la vie, donc vraiment je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec celui-ci, surtout que bon voilà, après une vrasse, ou alors quand il n'y a pas beaucoup de créatures sur le board, c'est vrai que c'est une très grosse créature qui peut attaquer très vite, et du coup ça peut être un moyen de dissuader vos adversaires de, tout simplement de vous laisser attaquer, mais ça peut aussi être un moyen d'éviter qu'ils perdent leur créature, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que c'est vrai qu'on peut avoir une situation où les adversaires en fait vont peut-être laisser attaquer ce troll, même s'il est très fort. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire autour, mais en tout cas ça me semble être déjà une excellente carte. La cavalière meurtrière, un zombie chevalier qui coûte 3 dont 2 noirs et une 2-3, qui est aussi une aventure, à côté un éphémère aventure, fin précipité, qui coûte 3 dont 2 noirs. Vous détruisez la créature ciblée ou le planeswalker ciblé, vous perdez 2 points de vie. Alors du coup, éphémère qui détruit une créature ou un planeswalker en faisant perdre des points de vie pour 3 mana, très bon. Et la cavalière meurtrière derrière qui fait qu'elle a le lien de vie, ok. Donc pour une 2-3 c'est plutôt pas mal. Et quand elle meurt, vous la mettez au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire, c'est plutôt pas mal. Bon voilà, ça fait qu'elle se remélange à la bibliothèque en gros. Donc voilà, c'est plutôt bon. Moi j'aime bien, ne serait-ce que rien que l'éphémère, déjà c'est plutôt pas mal. Le flûteur de Ra, une créature humain et psychagogue qui coûte 2 dont 1 noir, c'est une 1-3, les rats que vous contrôlez ont la menace, super, si jamais vous jouez un deck rat, pourquoi pas. Pour 2 dont 1 noir vous l'engagez, vous créez un 1-1 rat, et pour 4 dont 2 noirs vous l'engagez, sacrifiez 3 rats, acquérez le contrôle de la créature ciblée, ce qui est vraiment extrêmement fort, parce que du coup, je veux dire, rat, vous jouez un deck rat, si vous pouvez sacrifier 3 rats pour faire en sorte d'acquérir le contrôle d'une créature ciblée, c'est juste génial, puisque c'est définitif en plus, donc voilà. Yeah. Talisman griffe de souhait qui coûte 2 dont 1 noir, c'est un artefact qui arrive avec 3 marqueurs souhait sur lui. Vous payez 1, vous l'engagez, vous retirez un marqueur souhait, vous allez chercher une carte dans votre bibliothèque, vous la mettez dans votre main, et un adversaire acquiert le contrôle du talisman de griffe de souhait. Ce qui est vraiment pas mal, et du coup ça s'active uniquement pendant votre tour. Donc du coup vous allez avoir un tuto qui va permettre d'aller éventuellement donner des cartes à d'autres adversaires, donc pourquoi pas un petit peu groupe politique, tout ça. Ça a l'air plutôt pas mal, mais bon voilà, vous pouvez dire oui non mais c'est un peu fort et tout, oui mais là je joue plus dans le casu, dans le fun. Voilà, pour le compétitif, tout ça c'est pas tellement adapté bien sûr. La vengeance de l'envoûteuse qui coûte 3 dont 2 noirs, c'est un rituel qui dit que les créatures du type de créature de votre choix gagnent -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Sachant que du coup dans le méta quand même il y a beaucoup de decks tribaux qui existent. Alors bon j'exagère peut-être un petit peu, allez, il y en a pas mal. Mais c'est vrai que si vous avez un environnement dans lequel c'est peut-être le type de deck le plus joué, ça sera une très bonne carte pour vous. Évidemment je ne le mettrai pas dans n'importe quel deck et pas non plus dans des decks que je vais jouer contre des joueurs que je ne connais pas. Mais en tout cas si vous avez un groupe de jeu assez régulier, je pense que ça peut être un bon ajout, voilà, tout simplement contre ce genre de deck là. Passons rouge avec taille braise, un artefact légendaire équipement qui coûte 6 dont 2 rouges. Avec le flash, il coûte 1 de moins lancé pour chaque créature attaquante que vous contrôlez. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous l'attachez à une créature ciblée que vous contrôlez. Et la créature équipée gagne +1/+1 et elle a double initiative et le piétinement, et il y a un coût d'équipement pour 3. Du coup ce qui fait que, en attaquant juste avec 4 créatures, ce qui est tout à fait faisable avec du rouge, que ce soit en blanc-rouge, en rouge-vert par exemple, en mono-rouge même, voilà, à partir du moment où vous avez 4 créatures, vous pouvez le lancer pour 2 rouges en flash, et du coup vous donnez +1/+1, double init et piétinement. Ce qui est très fort en fait, parce que, je veux dire, c'est en flash. Double initiative déjà, j'ai déjà vu des cartes, voilà,
tout simplement, comment il s'appelait encore, qui donnait plus 1 d'Oblinite. C'était un éphémère, il a été réédité récemment, très efficace, mais là du coup on a le piétinement en plus, on a le fait que ce soit un équipement, donc du coup c'est pas une seule utilisation, donc vraiment je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec, et que dans un deck un petit peu agressif, ne serait-ce que voilà, vous attaquez avec 2-3 créatures, c'est déjà excellent en fait. Donc du coup, Tybrez, une très bonne carte pour les decks équipements, pour les decks agressifs, tout ça. Le champion fervent pour 1 rouge, c'est un humain chevalier 1-1. Il a l'initiative et la célérité à chaque fois qu'il attaque. Un autre chevalier attaquant ciblé que vous contrôlez gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et les capacités d'équipement que vous activez qui ciblent le champion fervent coûtent 3 de moins à activer. Donc, alors là, je vous avoue que je suis assez content de cette carte parce qu'en fait, je me disais, mince, c'est une 1-1 pour 1, avec l'initiative, la célérité. Bon, ça fait un bon tour 1, mais bon, on est en commandeur, c'est pas terrible non plus. Derrière le fait qu'il booste un autre chevalier attaquant, pourquoi pas, c'est juste un +1/+0. Mais en fait, le fait d'avoir des coûts d'activation d'équipement, enfin des capacités d'équipement qui sont réduits de 3 pour lui, ça fait que vous pouvez en faire une très grosse créature très vite finalement. Ne serait-ce que voilà, j'ai mis Tybrez juste avant, bah Tybrez il coûte 0 à équiper sur lui quoi. Voilà. Ça peut du coup être un très bon choix dans un deck équipement en fait tout simplement, et pas forcément un deck chevalier, parce que l'inclure dans un deck chevalier ça a l'air cool, ok d'accord. Mais dans un deck équipement, ça sera encore plus efficace en fait. Feu de l'invention, un enchantement qui coûte 4 dont 1 rouge. Vous ne pouvez lancer des sorts que pendant votre tour, et vous ne pouvez pas lancer plus de 2 sorts à chaque tour. Vous pouvez lancer des sorts ayant un coût converti de mana inférieur ou égal au nombre de terrains que vous contrôlez sans payer leur coût de mana. Alors, je vous avoue que je suis un petit peu là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Je tenais à vous prévenir en fait sur toute cette carte là, parce qu'en fait elle a l'air intéressante, je ne sais pas encore comment est-ce qu'on peut la jouer. Parce que le problème c'est que c'est limité au niveau du nombre de terrains que vous contrôlez, du coup ce qui fait que si vous jouez beaucoup de cailloux ça ne marche pas, puisque du coup ils ne comptent pas dans les terrains. Derrière c'est une omniscience un peu très même contrôlée, très stabilisée, puisque derrière vous ne pouvez lancer que 2 sorts par tour, et uniquement durant votre tour, vous ne pouvez pas en lancer à un autre moment, donc du coup les éphémères c'est exit, tout ce qui se passe durant les tours adverses c'est fini. Vous avez du coup cette possibilité là en fait de dépenser, en gros, de ne pas dépenser de mana pour lancer 2 sorts qui vont coûter votre nombre de terrain. Alors après si vous jouez par exemple sur des capacités activées, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais le problème c'est que je trouve c'est trop spécifique en fait, c'est vraiment trop spécifique, c'est vraiment trop bizarre. Alors j'attends un petit peu vos idées sur Feu de l'invention, voir si vous avez des idées de comment est-ce que ça pourrait fonctionner, parce que moi à part les capacités activées en fait, parce que du coup ça ne me... Voilà, du coup je garde mes manas pour les utiliser, ça peut être pas mal, mais c'est vrai que le reste, je veux dire on n'est pas sur omniscience non plus quoi, on est sur quelque chose de très régulé en fait, de moins fort pour le coup. Le haut fait de Culmefer, tiens c'est bizarre, qui coûte 4 dont 3 rouges, c'est un rituel, vous ajoutez 7 rouges, vous ne pouvez lancer qu'un sort de plus ce tour-ci. Alors très intéressant parce que du coup à 7 rouges on peut faire pas mal de choses intéressantes, si vous pouvez cumuler en plus et avoir, je sais pas par exemple si vous avez un mana bleu à côté ou un mana noir ou un mana vert, et du coup cumuler un petit peu tout ça, parce que du coup par exemple pourquoi pas un sort à X, X pour un vert et 7, du coup vous allez chercher une grosse carte avec un tuto ou un truc du genre. En fait je pense que ça peut vraiment être excellent à condition d'avoir le deck vraiment bien équilibré pour. Je pense que je le jouerai pas au-delà d'un deck bicolore parce qu'il est encore une fois triple coloré, mais surtout qu'il fait 7 rouges derrière, donc du coup il vous faut quand même un minimum de... Enfin il faut quand même que le rouge soit un petit peu la couleur dominante. Il y a énormément de choses en fait qui peuvent se faire et j'ai beaucoup de mal à voir en fait où est-ce qu'on va avec cette carte, parce qu'il y a plein de directions possibles. C'est juste pour 4 vous faites 7 rouges, mais vous n'avez plus qu'un sort à lancer, donc du coup là c'est pour lancer un énorme sort. Ce qui est bon en fait, c'est que finalement on a gagné 3 rouges supplémentaires dans le processus. Du coup je ne sais pas, ça va vraiment être assez intéressant à voir les builds qu'il peut y avoir autour, les cartes les decks qui vont pouvoir inclure celle-ci. Frisson de probabilité, un éphémère commun, voilà, faut que je le dise, qui coûte 2 dont 1 rouge. En tant que coût supplémentaire pour cette carte, défaussez-vous d'une carte, piochez 2 cartes. Pour ceux qui reconnaissent, en fait c'est Voile lancinante qui faisait pareil, mais en rituel. Et du coup là cette fois-ci on est en éphémère, donc tous les decks qui jouaient Voile lancinante pourront rajouter en plus Frisson de probabilité. Parce que du coup le faire en éphémère c'est évidemment assez fort, vous le doutez bien. L'intruse aux boucles d'or qui coûte 1 vert, qui est une 1-2, et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez la sacrifier quand vous faites ainsi détruisez l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. C'est un humain et berserker qui est une petite fille, et oui. Voilà. Et
le rituel aventure qui est sur elle, c'est Bienvenue chez nous, qui coûte 7 dont 2 verts. Vous créez 3 jetons de créatures, 2 vertes ours. Bien sûr, c'est l'histoire de boucle d'or et les 3 ours, pour ceux qui ne l'auraient pas repéré. Alors, j'aime beaucoup le rituel aventure, d'accord, c'est pas mal, voilà, vous faites des ours, tout ça. Si vous voulez jouer, du coup, le tribal Ayula, bah, pourquoi pas. Mais en fait, moi, sa capacité de base à la créature, je la trouve très bien. Parce que du coup, vous pouvez la sacrifier pour détruire un artefact ou un enchantement ciblé quand elle inflige des blessures de combat à un joueur. C'est fort parce qu'elle ne coûte que 1, donc du coup, elle tombe très vite. Et sur un deck sacrifice, en fait, derrière, sur un deck où vous aimez voir vos créatures mourir, ça peut être un très bon choix, en fait, en noir-vert. Donc, pourquoi pas intruse au boucle d'or. Le grand Cromlech, l'artefact légendaire vert qui coûte 9 dont 2 verts. Ce sort coûte X de moins lancé, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Et bah du coup ça peut aller très rapidement, je veux dire si vous avez une créature à 5 par exemple, bah du coup le grand Cromlech peut arriver tout de suite pour 4 de mana, c'est fort. Et surtout en fait, il peut vous ajouter 2 mana verts en s'engageant, et vous gagnez 2 points de vie en plus. Alors déjà c'est bien, c'est un artefact à mana qui fait en plus gagner des points de vie, c'est cool. Et chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur elle et piochez une carte. C'est extrêmement fort, je trouve, parce que du coup vous jouez des créatures et vous pouvez les remplacer par d'autres créatures. Je pense que dans Shulan, celui-là il serait peut-être pas mal pour le coup, puisque bah du coup il fait du mana, derrière il vous permet de piocher en plus quand vous avez une créature qui arrive sur le champ de bataille, donc du coup ça fait 2 pioches avec Shulan. Ça peut être cool, vraiment je pense, du coup si vous jouez beaucoup de bêtes, que vous ne jouez pas jetons, je pense que le grand Cromlech, surtout que vous jouez mono vert, grosse bête, hein, voilà, par exemple un Selvala, pourquoi pas, ça me donne une idée pour le mettre dans mon deck, c'est vrai que ça a l'air d'être une excellente carte. Qui fut et qui sera un éphémère qui coûte 4 dont 1 vert. Vous renvoyez une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Mettez jusqu'à une autre carte ciblée depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque exilée, qui fut et qui sera. Et il a l'inflexible, en fait si vous avez dépensé au moins 3 mana verts pour lancer ce sort, voilà c'est ça l'inflexible, à la place renvoyez ces cartes dans votre main et exiler qui fut et qui sera. Donc du coup ce qui fait que vous allez renvoyer 2 cartes de votre cimetière dans votre main. Pour 4 je trouve ça vraiment très bien. Et surtout bah, alors l'inflexible, je pense que c'est largement faisable, hein, je veux dire, vous allez certainement le jouer dans un deck mono vert, peut-être, mais même sans l'inflexible, en fait, vous avez quand même moyen de renvoyer 2 cartes, certes, une dans votre main, une au-dessus de votre bibliothèque, mais pourquoi pas en abuser aussi. Je sais qu'il y a des cartes qui seraient très contentes, en fait, d'avoir ce genre de cartes dans leur deck, Atlapalani, pourquoi pas, parce que du coup, ça ferait que vous pourrez mettre une grosse créature qui est morte au-dessus de votre bibliothèque, et pourquoi pas tuer un œuf derrière, pourquoi pas, voilà. Et en plus, c'est un éphémère tout ça, donc du coup, ça permet d'être assez réactif, encore une fois. Donc, je le trouve plutôt bien pour une Unco. Il était une fois un éphémère qui coûte 2 dont 1 vert. Si ce sort est le premier sort que vous avez lancé pendant cette partie, vous pouvez le lancer sans payer son coût de mana. Donc du coup voilà, si vous n'avez pas lancé l'autre sort avant, vous pouvez le lancer gratuitement. Regardez les 5 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature ou de terrain parmi elles et la mettre dans votre main, et le reste en dessous de la bibliothèque. Alors du coup, je trouve ça très fort en fait, parce que pour un début de partie, le fait d'avoir, je veux dire, vous pouvez le jouer au tour 0, voilà, là j'ai pas lancé de sort tour-ci encore, enfin j'ai pas lancé de sort depuis le début de la partie. Bon bah pour 0, je le lance, je regarde les 5 cartes, et ben, je vais révéler un terrain ou une créature parmi elles. Et c'est vraiment bien parce que du coup ça vous permet déjà de recycler une de vos cartes, c'est une carte qui va se recycler en fait. La plupart du temps vous allez forcément avoir une créature ou un terrain, vous jouez vert, j'imagine que vous n'avez pas joué dans un deck où il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais bon, du coup c'est vraiment, moi je trouve ça très intéressant, et du coup le fait de le lancer pour 0 en plus, c'est une bonne carte, c'est pas non plus une carte dégénérée parce que ça va juste vous chercher une carte parmi les 5 premières, mais c'est déjà ça, je veux dire c'est un bon bonus pour une carte qui à mon avis sera beaucoup jouée. Et la dernière carte verte, le retour du Langue Bestion, et oui Garruk a brisé sa malédiction, il est content. Un éphémère qui coûte 5 dont 1 vert, vous choisissez l'un, vous piochez un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures non humains que vous contrôlez, ou les créatures non humains que vous contrôlez gagnent +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Alors le +3/+3 je le trouve, oui, ça va, c'est sympa, ça peut être un kill, voilà, c'est en éphémère, pourquoi pas. Voilà, bah, j'attaque avec quelques jetons à la con, voilà, bah, +3/+3, boum, je t'ai tué, voilà. Mais c'est pas mal, mais derrière, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout la pioche égale à la force la plus élevée parmi les créatures non humains que vous contrôlez. Du coup, ça, il y avait déjà des cartes qui existaient comme ça, mais le fait d'avoir cette petite flexibilité entre les deux, ça me semble être une carte vraiment intéressante pour le commandeur. Allez, on enchaîne avec le multicolore et la danse du manoir qui coûte X et un bleu et
1 blanc. C'est un rituel qui renvoie sur le champ de bataille jusqu'à X cartes d'artefacts et ou d'enchantements non aura ciblés, chacun avec un coût garanti de mana inférieur ou égal à X depuis votre cimetière. Et si X est supérieur ou égal à 6, ces permanents sont des créatures 4-4 en plus de leurs autres types. Alors du coup, ce qui est assez bizarre, honnêtement, on est en blanc-bleu, donc du coup ça rentre dans pas mal de decks autour des enchantements et des artefacts. Donc du coup là je pense plutôt blanc-bleu-noir pour les artefacts et blanc-bleu-vert pourquoi pas pour les enchantements. Mais oui, du coup c'est assez space. Je veux dire, là vous allez renvoyer pas mal d'artefacts et d'aura. Si vous arrivez à 6, bon du coup finalement c'est un rituel à 8 qui va vous coûter voilà, pas mal de mana, il faut le dire. Mais du coup vous renvoyez 6 artefacts et enchantements qui coûtent 6 ou moins, qui seront du coup des 4-4. Ça peut être pas mal, disons que c'est 24 de patates sur le champ de bataille en un coup. C'est plutôt bon, je veux dire, derrière en fait le fait tout simplement d'envoyer des artefacts ou enchantements, on va dire, imaginons vous payez 6, vous en renvoyez 4 qui coûtent 4 ou moins, c'est déjà très intéressant parce qu'il y a beaucoup de très bons artefacts et très bons enchantements à 4 et moins. Donc pourquoi pas, je veux dire c'est une bonne carte, une carte intéressante, à voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Évasion dans les friches, un rituel qui coûte 5 dont un vert et un rouge. Exilez les 5 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer les cartes exilées de cette manière jusqu'à la fin de votre prochain tour et vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Ce que j'aime beaucoup parce que généralement c'est un petit peu le truc ah mince, j'ai encore un terrain, fuck. Mais là c'est 5 cartes que vous allez pouvoir exiler, que vous allez pouvoir jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc c'est bon, c'est bon. Ancêtre du terrier des fées, un sylvain druide qui est une 0-0 pour 3 dont un vert et un blanc. Il y a la vigilance, il y a une +1/+1 pour chaque couleur parmi les permanents que vous contrôlez, donc ce sera une 2-2 au minimum, puisque lui il est vert et blanc. Et en l'engageant, vous, pour chaque couleur parmi les permanents que vous contrôlez, ajoutez un mana de cette couleur. Donc du coup vous ferez au moins un vert et un blanc en l'engageant. Alors, il y a la marraine des floraisons qui existe dans le bloc Lorwyn, enfin dans le bloc Sombreland, il me semble, qui faisait pareil qui faisait du mana en fait parmi les couleurs de vos permanents, mais elle coûtait un de moins en fait et elle était en vert. Du coup, ce qui fait que, en gros, ici de base, la marraine des floraisons fait un mana toute seule, alors que l'ancêtre du terrier des fées en fait 2. Alors, c'est pas mal. En plus, vous pouvez attaquer parce qu'il a la vigilance, c'est cool, mais c'est vrai que je préfère encore la marraine des floraisons. Garruk, chasseur maudit. Et oui, il fallait bien qu'on aborde des Planeswalkers à un moment ou un autre. Et bien ici, Garruk coûte 6, dont un noir et un vert. Il arrive avec 5 de loyauté. Pour 0, vous créez 2 jetons de créatures 2-2 noir et vert loup, avec, quand cette créature meurt, mettez un marqueur de loyauté sur chaque Garruk que vous contrôlez. Tribal Garruk. -3, détruisez la créature ciblée, piochez une carte. -6, vous gagnez un emblème avec les créatures que vous contrôlez, ont +3/+3 et ont le piétinement. Alors, le 0, je le trouve terrible si vous jouez un deck noir-vert avec plein de Garruk dedans, ou pourquoi pas un deck Super Friends avec des Garruk dedans. Oh, ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs. Le -3, il est excellent, voilà, détruire une créature, piocher une carte, c'est très bien, c'est de la value, c'est ce qu'on veut. L'avantage du 0, j'ai oublié de le dire quand même, c'est que ça met un bloqueur, et du coup, en bloquant, avec ce loup, vous pouvez faire en sorte de booster vos Garruk, donc c'est génial. Et qui plus est, en fait, derrière, le -6 est accessible finalement assez rapidement, et si vous avez arrivé à conserver Garruk en faisant le -6, et du coup vous pouvez mettre des loups derrière qui seront pas non pas des 2-2 mais des 5-5 à la place, ça serait vraiment très bien. Donc c'est un bon Garruk, voilà. Le vétéran inspirateur, un humain chevalier qui coûte un blanc et un rouge, c'est une 2-2. Les autres chevaliers que vous contrôlez gagnent +1/+1, tribal chevalier, cool, sympa. Oko, voleur de couronne, qui coûte 3 dont un vert et un bleu, c'est un Planeswalker qui arrive avec 4 de loyauté. +2, vous créez un jeton nourriture, donc du coup les jetons nourriture vous pouvez payer 2 et les engager et les sacrifier pour gagner 3 points de vie. Le +1, l'artefact ciblé ou la créature ciblée perd toutes ses capacités et devient une créature verte élan avec une force et une endurance de base de 3-3. Génial, juste génial, parce que en fait c'est comme un Beast Within, un réveiller la bête, puisqu'il détruit le permanent ciblé et il fait une 3-3 à la place. Là du coup c'est un artefact ou une créature, c'est un petit peu la même façon, voilà. Et vraiment il est bien ce Oko. Le -5, échangez le contrôle de l'artefact ciblé ou de la créature ciblée que vous contrôlez contre celui d'une créature de force inférieure ou égale à 3 qu'un adversaire contrôle. Du coup, si vous pouvez faire de l'échange avec, je sais pas, par exemple, une bête pas très intéressante ou qui a un effet d'arrivée en jeu mais qui fait rien après, ça peut être sympa. Mais honnêtement, déjà, le +1, pour moi, il est largement suffisant, c'est un Planeswalker de gestion un petit peu.
Les Sions royaux, oui encore, Planeswalker légendaire, Will et Rowan, et oui comme ils sont, voilà, c'est le fils et la fille, le prince et la princesse du roi, bah du coup voilà, les Sions royaux qui coûtent 3 dont un bleu et un rouge, ils arrivent avec 5 de loyauté, ce qui est quand même pas mal. Le premier +1 fait piocher une carte puis défausser d'une carte, ok, c'est pas optionnel malheureusement mais il faut le faire. +1, le deuxième, la créature ciblée gagne +2/+0 et acquiert l'initiative et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Étrange, mais ça je vais y revenir. Et le -8, piochez 4 cartes. Quand vous faites ainsi, les Sions royaux infligent à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans votre main. Alors, j'aime beaucoup les Sions royaux pour une raison, c'est dommage. C'est la première en fait, la première capacité, piocher une carte puis défaussez-vous d'une carte, c'est bien de l'avoir. Je veux dire, c'est juste ça quoi. Je veux dire, piocher une carte puis défaussez-vous d'une carte, c'est une bonne capacité. Le +2/+0 initiative piétinement, je le trouve bizarre dans ces couleurs-là. On est en bleu-rouge. C'est pas vraiment des couleurs agressives, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a des decks bleu-rouge qui peuvent être très agressifs, des decks où il y a du bleu-rouge, hein, tout simplement bleu-rouge-vert. Ah, d'un seul coup, là, ça devient plus agressif. Et ben, les Sions royaux seraient très bien dans ce type de deck-là. Donc du coup, il faudrait ajouter une troisième couleur. Pareil, on pourrait dire, bah voilà, pourquoi pas bleu-blanc-rouge, voilà. Jeskai Patriot, pourquoi pas. Je veux dire, il manque en fait une couleur de plus pour faire en sorte que ce soit réellement agressif, parce que bleu-rouge tout seul c'est peut-être un peu léger, voilà. Mais initiative pétinement, ça me semble être de deux très bonnes capacités, le +2/+0 étant bien sûr de bonne aloi, et le -8, je le trouve un petit peu léger en fait, parce que j'aurais aimé en fait que ce soit piocher 4 cartes et infliger autant de blessures que le nombre de cartes dans votre main à chaque adversaire. Parce que ça aurait été très bon en fait, pas non plus exceptionnel, parce que ce sont des +1 qu'il y a avant, il arrive à 5, bon voilà, il faut quand même le faire au moins 3 fois, il faut attendre 4 tours avant de pouvoir y arriver. Et vous faites au moins 4 blessures à chaque adversaire. Si vous piochez beaucoup, évidemment, ça peut être une très bonne solution, mais malheureusement ça n'est qu'une seule cible, donc du coup l'ulti ne m'intéresse pas tant que ça. Donc voilà, finalement un Planeswalker qui est à cheval sur plusieurs choses, et bon voilà. Et du coup, je ne sais pas trop où le mettre actuellement, mais il y a au moins des capacités qui sont intéressantes. Le croisé point de tempête, un humain chevalier 2/2 pour un noir et un rouge, avec la menace, et au début de votre entretien, chaque joueur pioche une carte et perd un point de vie. Bah, ce qui peut juste être bien dans un petit deck Nécusar, voilà, qui fait piocher encore en plus, voilà. Pourquoi pas, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est vraiment, pour moi, une carte qui est là pour vous donner de la value, parce que bah, évidemment vous jouez ce tour là, donc au début de votre entretien, donc vous allez utiliser avant tout en premier les ressources que vous allez piocher. Le claqueur tonitruant, une tortue terrestre et hydre, oui ça existe, qui coûte 4 vert bleu hybride, voilà, bon, vous l'avez 4 fois, 4/4, à chaque fois que vous lancez un sort de coût converti de mana supérieur ou égal à 5, piochez une carte. Ce que j'aime beaucoup en fait, bah, c'est que c'est du vert bleu, et ça fait piocher quand vous lancez des sorts, des gros sorts. Du coup c'est très efficace, c'est exactement ce qu'on veut en fait dans ces couleurs là, et du coup je pense que ça rentre dans pas mal le deck vert bleu de manière générale. Donc, encore une bonne carte, un bon petit ajout dans ces couleurs là. Alors en artefact je n'ai rien eu, donc du coup on va passer tout de suite au terrain, avec le château Ardenval. Oui, il y avait des châteaux pour chacune des couleurs, malheureusement il n'y en a que 4 qui sont restés ici, et vous verrez laquelle est partie. Château Ardenwald, c'est un terrain qui arrive sur champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez une plaine, ce qui est pareil pour tous les terrains d'ailleurs, tous ces terrains-là, c'est bien, c'était une bonne capacité, je trouve très intéressante. Ça fait du mana blanc, bien sûr, et pour 4 dont 2 blancs, vous l'engagez, vous créez un jeton 1/1 humain. Bien, un petit générateur de jetons, vous dites, ah oui, c'est cher un petit peu, oui, mais c'est réutilisable plusieurs fois et c'est sur un terrain, donc on va pas trop râler hein, pour le coup. Donc, bonne carte, voilà. Château Garenbrig, pardon, je vais y arriver, qui arrive sur champ de bataille engagé, moi vous contrôliez une forêt, bien sûr, il fait du vert. Pour 4 dont 2 verts, vous l'engagez, vous ajoutez 6 verts que vous ne pouvez dépenser que pour des sorts de créatures ou activer des capacités de créatures. Eh ben, oui, je veux dire, très bien, excellent, ça fait du mana supplémentaire, quoi, je veux dire, pour 4, et en l'engageant lui, bah, vous faites un mana supplémentaire encore derrière, que vous activez uniquement pour les sorts de créatures. Donc, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Château Locthwain, qui arrive sur champ de bataille, à moins que vous ne contrôliez un marais qui fait du noir aussi. Vous payez 3 dons de noir, vous l'engagez, vous piochez une carte, puis vous perdez un nombre de points de vie égal au nombre de cartes dans votre main. Je trouve que c'est très bien en fait en fin de partie, quand vous avez donné un peu plus de ressources, ou que vous cherchez désespérément une solution, parce qu'évidemment vous n'allez pas trop le faire quand vous avez une main pleine, ou alors dans un deck folie, pourquoi pas, hein, voilà, Agneux existe maintenant. Donc vraiment intéressant, et je pense qu'il y a des choses à faire avec le fait d'avoir de la pioche comme ça disponible sur un terrain juste pour 3 mana,
c'est bien, c'est une bonne chose. Et le château Van Tress qui arrive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez une île. Vous faites du bleu avec, bien sûr. Pour 4 dans 2 bleus, vous l'engagez. Vous faites regard 2. Très bien, je veux dire, il n'y a rien à dire. Je veux dire, vous faites regard 2, c'est une bonne capacité, utile dans pas mal de decks finalement. Et en fin de partie, ça permet encore une fois de filtrer la pioche. Finalement, ces 4 terrains-là sont des terrains qui vont être assez utilisables en fin de partie, essentiellement. Bon, peut-être pas le vert non plus, mais voilà, pour le blanc, le noir et le bleu, c'est des terrains qui sont très utiles, je pense, en fin de partie, au moment où ça commence un peu à s'épuiser, où il nous faut du gaz, où il faut filtrer un peu plus la pioche, où il faut avoir des moyens de piocher plus, ou de mettre des créatures sur le champ de bataille gratuitement, enfin, sans avoir à dépenser de cartes de la main. Et c'est un bon choix, en fait, au niveau de ces terrains-là. Continuons nos terrains spéciaux avec le passage merveilleux, un terrain qui, en s'engageant et en se sacrifiant, va chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base qui la met sur le champ de bataille engagé. Ok, classique, un fetch, oui mais non, c'est pas fini. Puis si vous contrôlez au moins 4 terrains, dégagez ce terrain. Oh. Donc du coup ça veut dire qu'en fait, si c'est le 4e terrain que vous avez, le passage merveilleux, pardon, en fait vous allez pouvoir les tuto un autre terrain de base qui arrive dégagé, sans payer de points de vie du coup, donc ça n'est pas vue prismatique. C'est une très bonne alternative, un très bon fetch, pour moi il devrait être joué dans énormément de decks commander pour le coup. Le sanctuaire mystique, un terrain île, et oui, c'est une île, qui fait du coup du mana bleu. Il arrive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 3 autres îles. Voilà, il y avait un cycle comme ça, les autres ne m'ont pas trop intéressé, celui-ci un peu plus. Et quand il arrive sur le champ de bataille dégagé, vous pouvez mettre une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. De votre bibliothèque. Ce que j'aime bien en fait, c'est le fait qu'on est en bleu. C'est des éphémères rituels que vous allez remettre. Donc du coup, vous les avez mis au cimetière, pourquoi ? Parce que généralement, vous les avez lancés. Du coup, vous n'allez probablement pas lancer le sanctuaire mystique, enfin vous n'allez pas le jouer au premier tour. Vous allez certainement le jouer au tour 3 ou 4. Le 4 serait le mieux, parce que du coup, vous avez 3 autres îles. Donc vous pouvez récupérer par exemple un contre-sort, un autre sort qui fait piocher, un bon sort, pourquoi pas, je sais pas, vous allez récupérer fait aux fictions, voilà, parce que vous êtes au tour 5, voilà. Et je trouve ça vraiment très bien, donc du coup, Sanctuaire Mystique, ça peut être vraiment une très bonne carte avec de la récursion pour éphémère rituel. Passons maintenant aux cartes qui sont exclusives au deck Brawl. Donc là encore une fois, désolé, hein, c'est un petit peu long, mais on a beaucoup de cartes à couvrir, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont en dehors de l'édition standard, en fait, en dehors des boosters. Et du coup, on doit couvrir tout ça. On va commencer avec des cartes en anglais, malheureusement. La masse du Valeureux, qui est un équipement, artefact, qui coûte 3, dont 1 blanc. Et la créature équipée gagne +1/+1 pour chaque marqueur charge dessus. Et elle a la vigilance. Très bien, bonne capacité. Déjà la vigilance. Quand une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur charge sur la masse du vigilant. Du Valeureux, pardon. Vraiment, je trouve ça très bien. L'équipement est de 3 uniquement. Donc finalement, il y a pas mal de cartes avec lesquelles ça peut synergiser. On l'a vu tout à l'heure, on a celui qui fait que les chevaliers ont un équipement de 0, voilà. On a le chevalier aussi qui, lui, réduit de 3 les équipements qui lui sont attachés. Enfin, les coups d'équipement qui vont lui être attachés. Donc, très bien. Et qui plus est, en fait, derrière, si vous jouez énormément de créatures à côté, que vous avez tendance à jouer un deck, pourquoi pas jeton, tout simplement, et ça peut être excellent, en fait. Donc, très bonne carte, je trouve. Le Shimmer Dragon, le dragon scintillant, qui est un dragon qui coûte 6, dont 2 bleus. Et oui, c'est un dragon bleu, qui est une 5-6 avec le vol. Et tant que vous contrôlez 4 ou plus d'artefacts, il a la défense talismanique, et vous engagez 2 artefacts dégagés que vous contrôlez, vous piochez une carte. J'ai trouvé cette dernière capacité excellente. Du coup, dans un jeu artefact, vous engagez des artefacts comme ça pour le plaisir, en disant je vais piocher des cartes. Sachant qu'en plus, s'ils ont le mal d'invocation, on s'en fout, parce que du coup, c'est la capacité du dragon qui va du coup nous obliger à les engager. Donc, très bien. Les anciens de l'atelier, il y a une créature humain artificier qui coûte 7, dont un bleu, c'est une 4-4. Les créatures artefacts que vous contrôlez ont le vol, et au début du combat pendant votre tour, vous pouvez faire en sorte qu'une créature, un artefact non créature, que vous contrôlez devienne une 0-0 artefact, créature artefact du coup, et si vous le faites, vous mettez 4 marqueurs +1/+1 sur elle. Donc du coup voilà, vous avez une 4-4 qui aura du coup le vol. Je trouve ça très cher en fait au niveau de cette créature, mais pourquoi pas, je veux dire, ça peut être sympa. C'est plus friendly, je le vois pas trop jouer dans un gros deck puisque c'est trop cher pour ça. L'hydre fléau d'acier qui coûte X +2 verts, c'est une
Hydre Tortue 0-0, qui a X marqueur +1/+1 sur elle, évidemment. Vous payez 3 dont un vert, vous enlevez un marqueur +1/+1 d'elle, et vous détruisez un artefact ou un enchantement. Je trouve ça bien en fait, c'est juste simple, on a de la destruction d'artefacts et d'enchantements sur une créature. Simple, efficace, pourquoi pas. Un enchantement, la charge des chevaliers. Alors attendez, je vérifie que c'est bien le nom français. Charge des chevaliers, bah oui, logique. Qui coûte 3, dont un blanc et un noir. C'est un enchantement qui dit que quand un chevalier que vous contrôlez attaque, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. C'est juste très fort, je veux dire, rien d'autre à dire. Et pour 8, dont un blanc et un noir, vous le sacrifiez, vous renvoyez tous les chevaliers de votre cimetière sur le champ de bataille. Donc très fort pour le tribal chevalier, évidemment qui va être dedans, donc très bon. Le cachet d'ésotérisme, un artefact qui coûte 2, je pense que vous l'avez tous vu, c'était l'un des premiers spoilers de l'édition, puisque vous l'engagez pour faire un mana de n'importe quelle couleur, de l'identité colorée de votre commandant. Et en fait, c'est excellent, je veux dire, c'est un artefact qui peut faire n'importe quelle couleur, donc c'est juste pour 2, c'est excellent, il n'y a aucune contrepartie. Pour moi, ça devrait être joué dans absolument tous les decks commandeurs qui sont au minimum bicolores. Même les monocolores pourraient s'amuser à le faire, parce que du coup, pour 2, c'est quand même un bon petit ramp. Sachant que les artefacts pour 2 qui faisaient du mana monocolore, il y en avait très peu et ils étaient généralement un peu moyens. Lui, il rentre partout, quoi. Faut le dire, c'est une très bonne carte. Voilà. Le tome des légendes, un autre artefact qui coûte 2 lui aussi. Et quand il arrive sur le champ de bataille, le tome des légendes, le grimoire des légendes en français. Quand il arrive sur le champ de bataille, il arrive avec un marqueur page sur lui. Et quand vous lancez quand votre commandant arrive sur le champ de bataille, ou quand il attaque, vous mettez un marqueur page dessus. Et vous pouvez payer 1 et l'engager pour retirer un marqueur page et piocher une carte. Je le trouve très bien, tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de decks dans lesquels ça peut rentrer. Tous les decks qui ont tendance à avoir leur commandant qui arrive assez vite, pourquoi pas au tour 3, ça pourrait être bien. Parce que du coup ça fait que vous pouvez piocher des cartes assez rapidement. Ça fait que vous pouvez finalement recycler vos marqueurs pages assez rapidement. Voilà, un petit mana et hop, c'est une pioche supplémentaire, ça coûte pas cher à faire. Qui plus est derrière, c'est quand il arrive sur le champ de bataille et non pas quand il est lancé, c'est le petit lapsus que j'ai failli faire. Donc du coup ça veut dire que votre commandant, si vous arrivez à le blinker d'une manière ou d'une autre, il revient sur le champ de bataille, vous le lancez depuis la main, vous le faites revenir depuis l'exil, vous le faites revenir depuis le cimetière, et à chaque fois ça va mettre des marqueurs pages dessus, et ça fonctionne très bien, je veux dire, là il y a une bonne petite value. Je pense que ça se mettra pas dans tous les decks bien évidemment, puisque tous les decks où les commandants sont un petit peu chers, ou alors si vous avez des decks commandants agressifs, ça peut être un très bon choix aussi, parce que c'est aussi quand il l'attaque. Et derrière, si vous proliférez en plus, ça peut être aussi une bonne petite option, sympa. Donc vraiment, je pense que celui-là, il est très bon en fait. Et pour les decks qui ont un petit peu de mal à piocher, les decks qui pourraient être agressifs, je sais pas, par exemple, imaginons le deck chevalier par exemple, qui aura peut-être un peu de mal à piocher, même si il a encore de la pioche sur lui bien sûr, écoutez, ça peut être une bonne option et un bon ajout. Bon, on est arrivé enfin au bout. Si on devait faire un résumé de Throne d'Eldraine, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Au niveau des commandants, en fait, je vous avoue que je suis un peu déçu. Disons qu'on a des commandants pour le Brawl qui sont excellents, qui sont très bien, très intéressants, il y a beaucoup de choses à faire autour. Je pense que là, j'ai fait que effleurer la surface, honnêtement. Soyons honnêtes, voilà. J'y suis allé un petit peu mollo, pour le coup. On a aussi notre Boy Box, Kenrith, qui a l'air plutôt pas mal. Mais derrière, en fait, au niveau des autres légendaires, on a quelques cartes intéressantes. Voilà, Thorbrand, le mono rouge, le nain. On a Turlupin aussi. En noir, pas mal de choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'ailleurs, en fait, je ne vois pas des decks construits autour de ces cartes. Je vois des decks qui vont être construits, en fait, avec ces cartes-là dedans, dans les 99 cartes. Et je les vois bien s'intégrer dans pas mal de decks, je veux dire, voilà, j'ai des petites idées pour Linden, pour d'autres, voilà, mais je vois très peu de commandants qui sont vraiment excellents, qui sont vraiment bons, en dehors de ceux qui sont proposés dans les decks Brawl. Donc ça, c'est dommage, je vous avoue. Ensuite, dans l'édition en général, alors on a un petit peu de trickball, on a les chevaliers dont j'ai parlé tout à l'heure, bien sûr, on a quand même pas mal de synergie avec les artefacts aussi, quelques-uns, voilà, les artefacts légendaires dont je parlais. Malheureusement, du coup, c'est très spécifique, disons qu'il y a quelques contraintes pour faire en sorte qu'ils coûtent moins cher, etc. Il y a des contraintes qui sont facilement abordables sur certains, comme le Cromlech par exemple, mais d'autres qui sont un peu plus complexes, comme le Cercle de Loyauté en blanc. Voilà, donc je trouve que c'est un petit peu spécifique, et en fait, il y a pas mal de bonnes petites cartes
mais très spécifiques dans certains plans de jeu en particulier, ou alors des très générales, voilà, qui vont rentrer dans les decks juste parce qu'elles sont bonnes en fait. Et du coup, finalement, je fais le calcul et je me rends compte que je suis un petit peu déçu, de manière générale. Je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, après avoir eu des éditions dans lesquelles on avait des commandants qui vraiment portaient à une créativité assez forte, finalement, derrière, on se retrouve avec ici des commandants qui sont très simplistes pour certains, voire même très simples et pas très percutants non plus. En dehors des decks brawl, bien sûr, comme d'habitude. Je pense que c'est l'exception, en fait, en dehors du deck brawl. Et à côté, en fait, dans les cartes de l'extension, on a des cartes qui sont sympas, d'autres cartes qui sont vraiment très bonnes, mais on n'a pas de juste voilà, un power level suffisant pour certaines cartes. Voilà. Et je pense qu'il y a des cartes qui rentrent pas dans grand chose, qui vont se jouer un petit peu comme ça, une fois de temps en temps, dans un deck ou un autre. Et c'est tout. Je veux dire, il y a des grosses cartes qui seront bien plus intéressantes. Voilà, on en a parlé, les artefacts légendaires, il y en a quand même pas mal qui sont intéressants. Et encore, voilà, je vous ai par exemple donné l'exemple du chaudron, le gros chaudron noir. Et ben lui, par exemple, moi j'ai trouvé un deck dans lequel ça va très bien marcher. Mais les autres, non, pas tellement en fait. Donc du coup, dommage, voilà, dommage. Pareil, les cartes multicolores, il n'y en a pas non plus des tonnes. Généralement, elles sont plutôt sympas, mais sans être non plus exceptionnelles. Voilà, je sais pas, c'est les cartes du deck Brawl, voilà, il y en a qui sont intéressantes, il y a des couleurs que j'ai passées, j'ai littéralement mis aucune carte noire et rouge dans mes cartes sorties des deck Brawl qui sont pour moi intéressantes en commandeur. Il y en a certaines que j'ai mises, voilà, bon, voilà, la tortue hydre, qui est pas mal, mais non, qui est pas non plus dégénérée, voilà, les anciens de la fonderie aussi, enfin voilà, les anciens d'artificier, pardon, c'est pareil, je veux dire, il y a pas mal de cartes en fait qui, elles sont bien, mais elles vont être bien pour du casu. C'est pour ça que j'ai fait une sélection finalement assez large, c'est pour ça que cette vidéo est si longue, alors que honnêtement je trouve qu'il y a très peu de cartes qui vont être vraiment intéressantes pour le commandeur, un peu plus optimisé. Mais vous pouvez trouver votre bonheur. Cette édition là, pour moi, il y a des choses vraiment bonnes, plus dans les unco, les communes, si jamais vous voulez faire du tribal, il y a moyen. Je veux dire, si vous jamais voulez débuter le commandeur avec cette édition là, vous pouvez faire des choses, il va y avoir de bonnes choses à faire. Mais c'est vrai que pour faire de l'optimisé, il n'y a pas tant de cartes que ça, voilà. Il n'y a pas tant de cartes que ça, voilà. Et sinon, voilà, bon, j'espère quand même m'éclater avec Eldraine, je pense que ça va être faisable, largement. Et j'espère que vous les éclaterez aussi, que vous irez faire les avant-premières, que vous mettrez la main sur les deck Brawl éventuellement si vous intéresse. En tout cas, pour moi, je vais faire la patate, je vais faire tout, voilà, hein, voilà, disons-le. Et j'espère du coup qu'on pourra discuter de tout ça par la suite. Donc n'oubliez pas de me dire quel est votre commandant préféré dans cette extension, quels sont pour vous les commandants qui peuvent vraiment faire beaucoup de choses, pourquoi pas nous mettre les idées avec, et donnez-moi aussi votre avis sur les cartes de l'extension, hein, bien sûr, toujours prêt à vous écouter là-dessus. Sur ce, il me reste plus qu'une chose à vous dire, et écoutez, à la prochaine, et salut à tous, bye bye.